Les flics de France s'efforcent chaque jour de maintenir la sécurité et l'ordre dans une époque marquée par des tensions sociales, politiques et sécuritaires de grande ampleur. Loin de certains stéréotypes et parfois avec son lot de drames, la police est souvent en première ligne pour répondre avec efficacité aux appels de détresse de la population. Tour à tour adoré, décrié et même ciblé, l'amour que la population française porte à ses 144 000 policiers varie au gré du temps, des humeurs et même du vent. Aujourd'hui, nous recevons Reda Bellage, porte-parole Île-de-France du syndicat de police Unité. Il répondra sans détour aux questions que tout un chacun se pose sur ces femmes et ces hommes qui ont décidé un jour de servir, aider et protéger les Françaises et les Français. Voici son histoire. Bonjour Reda, Bonjour. bienvenue sur Tempo Vita. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Reda, chez Tempo Vita, on veut connaître celui qui nous parle avant de savoir ce qu'il fait. Reda Bellage, qui es-tu? Reda Bellage, donc jeune policier rentré en 98 dans la police. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Donc la casquette de porte-parole Île-de-France du syndicat de police Unité et la casquette de coordinateur des services transversaux de la petite couronne banlieue d'Île-de-France. Alors normalement, le vouvoiement est de rigueur dans le code déontologie de la police. Hein. Mais aujourd'hui, tu es d'accord pour jouer selon les règles de Tempo Vita, on se tutoie. En parlant de jeu, justement, j'aimerais que tu prennes, s'il te plaît, l'iPad qui est à côté de toi et qu'on lance la première vidéo. Bon, on s'est déjà demandé à plusieurs reprises si c'était bien toi, Reda. Et oui, donc si je comprends bien, tu as joué pour la France au billard. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, quand je me gratte la tête, c'est que je suis gêné. Parce que parler des policiers, c'est une chose, mais parler de soi, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, en fait, je joue au billard depuis mon plus jeune âge, depuis 80, quasiment juste avant d'entrer dans la police, depuis 97. Et j'ai la chance de beaucoup travailler, beaucoup m'entraîner. Je pense que quand vous avez une vie de famille, une vie professionnelle, il faut avoir un équilibre. Et ce qui nous apporte un équilibre, à mon sens, c'est d'avoir toujours une passion à côté, quelque chose qui vous passionne et qui vous permet d'avoir de la distance. Et le billard est un sport qui est magique pour ça, puisque ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de passion, ça demande du plaisir aussi. Et, euh, et voilà, vous vous retrouvez seul et vous devez prendre la bonne décision. Voilà. Et puis vous devez être aussi très discipliné, un peu comme dans la police. Et oui, j'ai beaucoup travaillé et comme je l'ai dit, j'arrivais toujours à avoir un niveau correct ou très correct, être dans un top 20 français à peu près, mais j'arrivais pas à monter au-dessus parce que quand j'arrivais aux compétitions, je bossais de nuit, je faisais pas mieux que 9e ou 17e. Je flanchais mentalement, on va dire, parce que je pense que travailler de nuit, ça procure beaucoup de stress aussi. Et c'était pas bon pour la compétition. Et donc, je crois que c'est en 2014 ou 2016, je sais plus, j'ai réussi à me qualifier pour les championnats de France de deuxième division de billard, ça s'appelle National 1 à l'époque, et de prendre un titre de champion de France. Donc là, j'ai créé un petit déblocage. Et puis, quelques années plus tard, je me suis qualifié pour la première fois pour les championnats de France Master. Donc là, c'est vraiment le top 24 français. Et j'ai fait un podium dès la première année. Et, euh, et du coup, je crois que dans la foulée, avant les championnats d'Europe, on m'appelle 3 mois avant, on me dit voilà, Reda, t'es t'es cinquième au niveau national. Euh, et donc, tu peux t'es qualifié pour les championnats d'Europe. Est-ce que tu veux y aller? La police m'a apporté dans le billard et le billard m'a apporté aussi dans la police et le billard m'a apporté aussi pour ce que je fais aujourd'hui. Parce que quand vous devez passer devant certains médias, je ne sais pas si je peux dire les noms, mais voilà, par exemple, TPMP, vous savez que c'est 2 millions d'auditeurs.
et que vous retrouvez, c'est le Covid, je me retrouve devant mon premier gros média, devant un show un peu, j'ai pas l'habitude. Je me retrouve devant Cyril Hanouna et puis beaucoup de personnes qui sont qui sont issues un peu de la société. Et je me retrouve, je me souviens, mon premier gros média, enfin mon premier TPMP, on va dire, c'était pendant le Covid. Donc pendant le Covid, vous voyez personne, vous circulez et tout. Et puis là, je me retrouve, il y a une soirée clandestine, je crois, à l'époque, et ça avait choqué tout le monde qu'il y avait cette soirée clandestine. On s'en rappelle. Voilà. On s'en rappelle. Ouais. Et donc, je fais le TPMP, et puis j'avais fait du BFM, j'avais fait peut-être 1 ou 2 fois du CNews, mais voilà, quoi, sans plus. Alors Et là, nous, on s'en rappelle de cette soirée parce qu'en fait, on disait devant tout le monde, ouais, c'est pas normal, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tout le monde voulait être à leur place et faire la soirée pendant le Covid. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, vous êtes policier, vous devez faire respecter la loi. Et puis mes collègues, ils avaient été pris à partie. Il y avait tout un schmilblick. Normalement, il y avait eu des soirées. Normalement, ce lieu-là de mémoire, il était utilisé pour des films pour adultes. Enfin, il y avait toute une polémique. Et puis, il y avait les pour et il y avait les contre. Et du coup, je me retrouve dans l'émission. Et moi, je m'attendais comme à BFM 2-3 questions. Puis là, je vois des gens qui veulent, vous êtes pour ou contre. Et puis là, je vois des panneaux qui se lèvent et tout, de partout. Oui, non. Puis là, je vois des gens qui m'attaquent, des gens qui ne m'attaquent pas. Fait, du coup, c'était du direct et j'étais en sueur et tout. Bon, apparemment, je me suis bien démerdé à l'époque. Et je crois que j'étais secrétaire départemental du Val-de-Marne à l'époque. Et c'est peut-être là que l'élément déclencheur, où les gens ont dit, enfin mes chefs en tout cas, se sont dit, bon, ça va, il arrive quand même à tenir devant Cyril Hanouna et devant son équipe. Et oui, parce qu'il demande souvent de revenir. Enfin, tu es plus ou moins un habitué, si tu veux, de ses sources un peu policières sur les événements ou l'actu. Oui, je pense qu'en fait, déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne vais pas le cacher. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que chacun juge comme il veut juger. Mais moi, je sais que c'est quelqu'un qui me laisse m'exprimer comme je veux. C'est-à-dire je n'ai pas un texte quand j'arrive à TPMP. Je n'ai pas un texte quand je vais à BFM. Je n'ai pas un texte quand je vais à CNews. Mais en tout cas, voilà. Là, il me laisse m'exprimer sur un fait divers où généralement, il y a une contradiction. Donc vous vous retrouvez des fois face à... Qui s'appelle chez lui Gilles Verdez. Hein. Alors Gilles, je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps sur Europe 1, on n'est pas très souvent d'accord. d'accord. Il a l'air très sympa, mais c'est vrai que c'est ton contradicteur principal. Oui, principal, mon contradicteur principal. Et puis j'aime bien donner... c'est une émission où vous avez une femme d'une 50-60 d'années, vous avez une influenceuse, vous avez une ancienne Miss France, vous avez quelqu'un qui est plus du côté des jeunes et qui est pro soirée clandestine. Voilà, en fait, moi j'aime bien le débat contradictoire parce que je pense qu'aujourd'hui dans cette société, ce qui peut nous faire avancer, c'est le débat aussi contradictoire. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. C'est soit vous êtes tous pour un ou tous pour l'autre, soit vous aimez soit vous aimez la police, soit vous la détestez. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et je pense qu'il faut que dans chaque maillon de la société, ou chaque représentant de l'État, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la police nationale, dans tous les services d'État, je pense c'est important de donner aussi, de montrer, de dire ce qu'on vit sur le terrain. Voilà. Tout en respectant les règles, bien sûr. Alors Reda, maintenant qu'on sait un petit peu plus qui tu es, on va, si tu le veux bien, voir de plus près ce que tu fais et on va aborder les coulisses de ton activité de porte-parole syndical. Défendre ceux qui nous défendent, est-ce que c'est comme ça que tu définirais ton activité de porte-parole syndical? Oui, protéger ceux qui nous protègent. Moi, mon travail en tant que porte-parole, c'est de décrypter, dire voilà, décrypter une intervention de police. Parce que oui, des fois, de l'extérieur, vous avez l'impression que le policier travaille dans l'illégalité sur une intervention, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Des fois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est positif parce que ça dissuade les délinquants de faire de certains dérapages. C'est une sorte de protection. Nous, on sait aussi qu'on est filmé tout le temps, donc on fait peut-être plus attention qu'à mon époque quand j'étais sur le terrain. Mais on ne faisait pas face à une telle violence. Parce qu'aujourd'hui, la violence, elle a atteint un niveau, je pense que les gens commencent à un peu s'en rendre compte.
mais la réalité, je pense qu'elle est difficile à accepter. Mais voilà, on l'a vu avec Crépol, on l'a vu avec l'affaire Naël, on l'a vu avec d'autres affaires. On l'a vu avec des collègues à moi qui ont été pris pour cible. On le voit, voilà. J'aime pas parler de camp, mais maintenant on a l'impression que dans la société, il y a deux camps. Il y a le camp de la police et puis il y a le camp des autres. Et, et voilà, et c'est vrai que vous êtes là, moi je suis là, j'essaie de décrypter au maximum et expliquer, dire que voilà, notre métier il n'est pas facile. Des fois, on doit prendre une décision. Et souvent, on se retrouve seul quand on prend cette décision. Et c'est là que, pour moi, le syndicaliste, il intervient. C'est qu'à un moment où le collègue, il se retrouve seul, nous, on est là. On est là pour l'aider. Et je suis là à ses côtés tout le temps, en fait. Alors, une phrase nous a interpellés quand on a parlé de toi avec tes collègues. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je te sors le verbatim de ce qu'on a eu. Reda est légitime. Lui n'a pas juste fait un peu de bureau ou de police secours avant d'être détaché permanent sur les plateaux de télé. Est-ce que le terrain, c'est ce qui t'a rendu légitime aux yeux de tes collègues? Est-ce que tu serais d'accord avec ce verbatim? Déjà, il faut, pour être délégué permanent, il faut avoir une expérience de terrain, pour moi. Et je pense que beaucoup de collègues ont cette expérience. Maintenant, ils n'ont peut-être pas fait tous les mêmes services, ça c'est vrai. Peut-être qu'eux sont rentrés par opportunisme, ce qui n'est pas mon cas. Mais je vois mon secrétaire général, c'est un ancien CRS. Il a une expérience que moi je n'ai pas en CRS. Mon secrétaire régional, qui est aussi un ami, il est à mon équivalent. Il travaillait en compagnie de sécurisation et d'intervention, les CSI. C'est un peu comme une BAC tenue aussi. Donc il a une expérience. Et moi, j'étais en BAC nuit. Donc je suis pas... Voilà. Par contre, il y a une chose. Moi, je pars toujours du principe, comme j'ai dit tout à l'heure, paix à son âme, comme disait ma grand-mère, n'oublie jamais d'où tu viens. Et c'est là que c'est le point qui est important. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire le collègue, je ne sais pas. C'est ne jamais oublier d'où tu viens. Et certes, il faut prendre de la hauteur quand tu es délégué syndical, mais il ne faut pas oublier d'où tu viens. Il ne faut pas oublier que les collègues, ils font un métier difficile. Il ne faut pas oublier que tous les jours, ils interviennent sur des différends. Ils doivent gérer des situations alors qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience de les gérer. Et après avoir géré ces situations, ils rentrent le soir, où ils travaillent de nuit, et leur femme, elle leur dit, mais tu fais quoi de tes journées en fait? Ben non, j'ai bossé 8 heures cette nuit. Et là, j'ai récupéré mes gosses, je leur ai fait à manger. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc en fait, tu te retrouves dans une situation, il faut gérer ta vie les problèmes des gens au boulot, mais il faut aussi gérer tes problèmes chez toi. Et c'est là que des fois, tu as des moments qui sont très difficiles pour nous, où les collègues décident de mettre fin à leur jour. Et ça, c'est pour moi, chaque collègue qui met fin à ses jours, c'est un échec. Profondément, c'est vraiment un échec. Moi, j'ai eu un collègue qui m'avait dit, qui m'a fait affecter en police de proximité, que je kiffais en fait. Il a choisi de se mettre une balle dans le cœur. Ça m'a fait vraiment, 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 vraiment très mal. Et à chaque fois que je vais dans ce commissariat, il y a une plaque commémorative, une salle qui porte son nom. Et à chaque fois, j'y pense. Et j'ai cette image aussi, quand j'étais, je crois que j'étais, je ne sais plus si j'étais secrétaire départemental déjà, je ne vous le cache pas, parce que je suis un peu, quand j'y pense, je suis un peu chamboulé, où un collègue, Thierry, un de mes délégués, il était en service, parce qu'on a aussi des délégués qui sont dans les services. Et il s'était mis, pareil, une balle. Il avait fait un message radio laissant sous-entendre que c'était de la faute de l'administration. Et en fait, je l'ai vu, j'ai encore cette image où il gît dans son sang, en fait. Et c'est une chose qui m'a touché. Pour moi, c'était un échec aussi. Et donc, ça m'a pas détruit, mais ça m'a rendu encore plus fort. Ça m'a donné encore plus de conviction. Donc, c'est pour ça que sûrement un jour, peut-être, je serai viré de mon poste parce que je l'aurais trop ouvert. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de... J'essaye de dire ce que je ressens. Et j'essaye de toujours m'imprégner. J'essaie de toujours de me mettre à jour, en fait. C'est-à-dire que si je veux intervenir sur telle ou telle affaire ou sur tel ou tel sujet, j'aime bien aller voir les collègues de terrain avant et leur dire comment ça se passe, comment tu sens les choses. Alors justement, pendant les Gilets jaunes, moi j'ai envie de savoir comment vous, policiers ou policières, avez vécu
ce que moi j'appellerais une petite contradiction aussi, d'être d'abord affecté pour maintenir l'ordre dans un certain rapport de force, et de l'autre être un citoyen ou une citoyenne qui a pu éventuellement s'identifier à cette France en colère, qui pour beaucoup se battait pour une vie juste un petit peu plus digne. Comment on gère cette contradiction de se retrouver face à des manifestants qui se battent un petit peu quasiment pour tout le monde, y compris les gens qui sont dans les rangs de la police? Vous savez, oui, je suis d'accord avec vous, ça m'a touché parce qu'aujourd'hui, moi je suis porte-parole de l'Île-de-France pour Unité, et la vie de policier, elle n'est pas facile aussi en province, mais en Île-de-France, pour payer un logement, c'est pas facile. Le niveau de vie, il est complètement différent. Donc on est touché par ce pouvoir d'achat. Donc on a été touché par cette démarche des Gilets jaunes. La problématique, c'est qu'à un moment, elle s'est radicalisée. Et, euh, et nous, on a signé pourquoi en fait? On a signé un contrat avec l'État en fait. On a choisi on est au service de l'État. Et la personne qui est à la tête de l'État, elle a été choisie par les Français aussi. Donc nous, on travaille indirectement aussi à la demande du président, du Premier ministre, de notre ministre de tutelle. C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est de protéger sur les manifestations. Les gens ne comprennent pas. Eux, ils pensent qu'on est là pour... J'ai vu des images récemment, suite à une intervention sur un média ou sur un post X de Europe 1, une adresse IP, je vais appeler ça comme ça, a mis une photo d'un syndicaliste avec la main comme ça. Mais ce n'était pas Unité, ce n'était pas un syndicaliste. Les drapeaux qu'il y avait derrière, ce n'étaient pas les nôtres. Et donc du coup, je pense c'est important de distinguer, c'est important de distinguer la politique syndicale de chaque syndicat, ça c'est très important, et de ne pas généraliser. Mais voilà, nous, notre rôle sur les manifestations, c'est de protéger les manifestants. Voilà. De protéger le bien public, de protéger les biens d'autrui aussi, les biens mobiliers et immobiliers. Donc à un moment, les gens interprètent ça peut-être comme du sale boulot, mais c'est encadré. Et puis il ne faut pas oublier une chose aussi, qui est très importante. Sur une manifestation, vous agissez sur commandement. Il y a un préfet de police, il y a un directeur derrière, ils sont pour le commandement, à l'état-major, ils prennent des décisions, ils disent voilà, vous faites vos sommations déjà, et puis après, si on vous ordonne une charge, vous acquiescez, quoi. Dans ces manifestations, qu'est-ce que tu réponds aux gens ou à ceux qui ont émis l'éventualité que depuis en haut, on laissait parfois pourrir la situation dans la rue pour générer cette violence et pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes? S'il y a de la casse, les gens vont en avoir marre et les Gilets jaunes, on n'en veut plus. Je ne pense pas que ce soit dans mes prérogatives de juger. Comme je disais, nous, à Unité, on a toujours été... on est apolitique, quoi. On ne rentre pas là-dedans. Une chose est sûre, c'est que mon expérience et l'expérience de la plupart de mes collègues fait que lors d'une élection, les Français font un choix. Ils votent pour un président, ils votent pour un député, et par rapport à ça, vous avez un Premier ministre. Voilà. Moi, je suis rentré sous une cohabitation de gauche. De mémoire, c'est ça, oui. Cohabitation de gauche. J'ai adoré ce que je faisais en tant que flic. Mais on ne m'a pas désarmé, par contre. C'est-à-dire je faisais la police de proximité, mais j'étais armé. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais le droit au flashball, j'avais un flashball. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'allais pas, on ne m'envoyait pas, excusez-moi le jargon, mais on ne m'envoyait pas au casse-pipe. Là, les choses, elles ont changé. Il n'y a plus de poids, de mesure. Vous voyez, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais voilà. Et je veux dire, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je sais que malheureusement, ce que je constate moi personnellement, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit la joie ou la colère, l'expression, elle se fait très souvent, malheureusement, par une minorité sur certains rassemblements ou sur certaines manifestations. Elles se font par des gens qui se radicalisent. Ouais. Et ça, c'est une problématique. Et il y a une chose aussi, parce que vous me parlez de certains politiques. La France insoumise, moi, je n'ai pas connu quand je suis rentré dans la police. Qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, même extrême droite, même extrême gauche, on ne s'attaquait pas, moi. Parce qu'ils savaient que moi, j'étais là pour faire mon boulot, en fait. Et quel que soit le choix des Français, je ferai mon boulot par rapport à l'orientation que les Français ont choisie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on utilise la police, elle est au plein milieu de l'échiquier politique.
Et ça devient un vrai problème. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on me dise que les policiers sont tous racistes. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on me dise que un flic qui meurt, c'est un vote RN en moins. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Sincèrement, je ne peux pas l'accepter. Parce que je suis issu de la diversité. Ils font des généralités, ils se trompent. Moi, j'ai des expériences... voilà, pour la petite histoire, c'est peut-être pas bien, mais je vais être, quand je vous dis, je suis franc, hein. Quand j'étais en bac départemental de nuit, je faisais le ramadan. Mais par contre, ma religion ne devait pas interférer dans mon travail. Et par contre, une chose que j'ai notée qui m'a touché, c'est que tous les soirs, on rentrait tous les soirs à 21h, on mangeait à la base. Je ne dirai pas laquelle, parce que sinon, les délinquants ils vont sortir les pieds de biche. Mais pendant le ramadan, en mois d'août 2013, c'était en plein cagnard, c'était 22h, 3h, hein, quelque chose comme ça, donc c'était pas évident. Mais tous les collègues avec qui je tournais, ils attendaient 22h pour manger. Ouais. Alors qu'ils étaient d'une... Qu'est-ce que ça lui change à lui? Ça lui change rien. Et j'étais policier, je m'appelais Reda Bellage. Et en fait, ces gens-là, ils jugent des choses, alors qu'ils jugent les policiers, alors qu'ils n'ont pas été dans la police, ils n'ont pas été dans les quartiers. Aujourd'hui encore, ils ne vont pas dans les quartiers avec leurs écharpes. Nous, on y va. Moi, j'y vais. Hein. Le lendemain du refus d'obtempérer à la Courneuve, il y a eu le soir même, il y a eu une attaque du commissariat de la Courneuve. Et j'ai été devant le commissariat pour un média. Et je me suis fait... autant, il y en a qui ne m'insultaient pas, mais il y en a, ils m'insultaient de loin. Hein. Ils m'insultaient de loin, mais je suis resté. Hein. J'ai tenu tête. Mais deux gamins de 14 ans, au final, qui sont sortis du groupe, alors que ceux de mon âge et la trentaine, ils n'ont pas moufté. Ils ont testé, mais ils n'ont pas moufté. Et j'ai été à leur rencontre. Moi, je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a 10 000 caméras, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes pour le coup. Mais c'est un gamin de 14 ans, comme ça, il devait faire 50 kilos. Et puis un gros patapouf aussi, mais assez impressionnant, mais qui devait avoir 15-16 ans aussi. Et puis ils m'ont parlé en mode wesh, t'as dit qu'on était des tueurs et tout, parce que j'avais dit, ils venaient pour tuer du flic. Et eux, ils avaient regardé BFM sûrement quand je m'étais exprimé. Et voilà, il est venu en tête à tête avec moi. Mais bon, vrai, à une époque, un gamin comme ça de 14 ans, à mon époque, il ne venait pas en fait. Voilà. Et aujourd'hui, la société elle change. Alors que les gars de 35-40 ans qui sont un peu plus posés, et c'est complètement contradictoire. On ne va pas parler de religion, j'aime pas trop, mais c'est complètement contradictoire à mon sens avec une période de Ramadan. Vous imaginez? Donc en fait, c'est quand ça les arrange. Et donc à l'époque, on avait rencontré les Gilets jaunes, hein, je reviens sur eux, et les forces de l'ordre, et on a eu l'impression qu'ils étaient plus ou moins d'accord pour dire que Castaner n'avait pas été à la hauteur. Donc on rend les propos très acceptables pour pouvoir le diffuser, parce que les termes n'étaient pas forcément ceux-là. Moi, la question que j'ai pour toi, Reda, c'est comment on vit ces nominations de ministres avec lesquelles, j'imagine, on n'est pas tout le temps d'accord, ni à l'aise, et pourtant, il faut aller au boulot. Donc le fameux contrat que tu as signé avant, mais en même temps, il y en a certains que tu apprécies un petit peu plus, j'imagine. Oui, alors après, moi j'ai toujours été partisan de laisser la chance au produit. Voilà. Non mais c'est vrai, toujours laisser la chance au produit. Mais par contre, j'ai certaines limites. Je peux pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que j'ai connu divers gouvernements et divers politiques sécuritaires, on va dire. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment j'ai jamais vu en tout cas de juste milieu. Voilà, on avait toujours l'impression que, voilà, après le Bataclan, on a dit bon, voilà, plan bac, on va équiper les bacs, on va s'équiper en conséquence. Et j'ai dit ah enfin, putain là, on arrête la police Danone, on va avoir des vraies voitures, des véhicules d'intervention, on va pouvoir prendre en charge des délinquants qui, eux, ont des super véhicules qui sont adaptés pour les courses-poursuites. Nous, par contre, on a des véhicules Danone. On a eu quelqu'un qui nous a fourni des véhicules qui tenaient un peu plus la route, des véhicules qui, même pour les collègues de police secours, qui avaient un peu plus de gueule. On a quelqu'un, monsieur Darmanin, monsieur le ministre Darmanin, qui était... Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Dès qu'il y avait un collègue qui était blessé sur une grosse affaire, il venait au contact. Tu voyais que certains conseillers, bon, il faut qu'on y aille. Non, et puis il restait, il discutait avec nous. Voilà. Je l'ai même vu rembarrer, pour la petite histoire, un commissaire que j'appréciais pas forcément, et il lui a dit comme ça, il n'y avait pas de caméra pour le coup, hein, je vous le dis en exclu. Et il a voulu prendre la parole parce qu'il posait la question à des policiers, il dit, vous êtes fait attaquer, c'était au commissariat de Champigny.
On avait fait une attaque qui était super impressionnante. Il était venu voir les collègues. Et il dit comme ça, il pose la question à un collègue. Le collègue, il met du temps à répondre parce qu'il est quand même impressionné. Il est face à un ministre. Puis là, le commissaire, il prend la parole. Il l'a envoyé dans les roses. Et franchement, ça m'a fait plaisir. On avait besoin de quelqu'un en fait qui veut nous écouter et qui est là pour nous. Maintenant, j'ai connu, je ne dirais pas le nom, mais il y en a qui ont surnommé sac à médailles, parce que lui, il savait juste nous donner des médailles. Mais c'est vrai qu'on a connu des visions différentes, des gens qui étaient plus proches de la base que d'autres, en fait, qui étaient vraiment, voilà. Moi, M. Castaner, j'ai absolument rien contre lui. J'étais sur l'attentat de Villejuif. J'ai discuté le lendemain, j'étais sur place avec les collègues du Kremlin Bicêtre qui ont impacté et qui ont tué ce terroriste. Et puis il était là, le ministre, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Quelqu'un que j'ai trouvé, quelqu'un de super appréciable, qui aimait discuter, qui aimait échanger. Par contre, le jour où il a dit, il a parlé de la clé, je ne sais même plus comment on l'appelle, la prise de tête, l'étranglement, vous l'appelez comme vous voulez, en disant oui, ça c'est inacceptable, on enlève. Le contrôle aux faciès, non, ça c'est des choses que je ne peux pas accepter, c'est pareil. Surtout moi, d'où je viens, je ne peux pas accepter ce genre de propos. Vous ne pouvez pas demander à un policier de toujours être irréprochable et de faire attention à ce qu'il dit quand il porte sa tenue ou quand il porte son brassard, et vous permettre de dire des choses comme ça. Alors, en plein mouvement des Gilets jaunes, hein, on ne fait pas une émission sur les Gilets jaunes, mais ça a été un mouvement tellement important et qui a duré suffisamment longtemps pour le commenter à sa juste valeur. La Brave M, donc la Brigade de répression de l'action violente motorisée, est créée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici un petit résumé de ce qu'est la Brave M. Brave M, l'acronyme était inconnu en dehors des manifs, il est devenu un sujet politique. En plein mouvement contre la réforme des retraites, la Brigade de répression de l'action violente motorisée refait parler d'elle. Une pétition au succès fulgurant sur le site de l'Assemblée réclame même sa dissolution. Voici la genèse de cette unité de police controversée. Fin 2018, les forces de l'ordre sont essoufflées face aux Gilets jaunes. Le préfet de police Michel Delpech crée en urgence les détachements d'action rapide, une unité mobile rapidement associée à des interventions musclées et son usage du LBD, le lanceur de balles de défense. Son successeur, Didier Lallemand, remplacera le dispositif par des policiers à moto travaillant en binôme. La Brave M est officiellement créée. Moi, j'ai une question pour toi. Cette Brave M, est-ce que c'est la suite logique, tu le disais un petit peu tout à l'heure, d'une radicalisation des manifestations, ou ce sont, comme certains peuvent le dire, les héritiers des voltigeurs et donc quelque part des cow-boys à moto? Ah non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout des cow-boys à moto. Déjà, quand vous créez une unité, il faut laisser le temps qu'elle se mette en place. Voilà, première chose. Aujourd'hui, c'est une unité qui est connue et reconnue. On l'a vu le 23 septembre avec cette fameuse manifestation contre les violences policières, où vous avez des Black Blocs qui s'attaquent à une voiture de police, qui blessent 2 collègues et une femme qui sont policiers. Et un collègue qui sort son arme pour pouvoir sortir de la foule, quoi. En fait, ils étaient coincés et les Black Blocs étaient en train de défoncer leur véhicule. On l'a vu avec un grand sang-froid. Voilà, et le collègue a sorti son arme. La première chose qu'on m'a dit, c'est la Brave M, le collègue il a sorti l'arme. Non, mais en fait, la Brave M, elle a sauvé les collègues. Elle a réussi à les sortir. Et aujourd'hui, c'est comme au début. Quand je dis, il faut laisser la chance au produit. Au début, ça met du temps, mais on apprend en fait. On apprend à utiliser utiliser au maximum le potentiel d'un nouveau service. Puis il faut savoir qu'à l'époque, on avait un préfet de police qui était... voilà, quoi. Il n'avait pas 2 poids 2 mesures. Monsieur Lallemand, attention. Alors tu lis un peu dans mes pensées parce que j'allais demander dialogue syndical zéro. Et puis sur le terrain, il était hyper dur en fait. On entendait des propos. On a vu quelques images et quelques vidéos. Voilà. Mais vous voyez, là, des fois, pour nous, c'est compliqué déjà de travailler avec ce genre de personnes qui ne sont pas dans le dialogue social. Déjà, nous, syndicalistes, on a souvent été au contact avec lui, si je puis dire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, la Brave M, elle a prouvé que au niveau opérationnel, c'est indispensable. C'est plutôt les suites logiques d'une radicalisation un peu des manifestations? Non, je ne pense pas que ce soit une radicalisation de la manifestation. C'est surtout sur la méthode des personnes qui sont radicalisées d'exprimer leur colère ou leur violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple, on l'a vu au mois de juin, juste avant les élections européennes, où vous aviez ces manifestations pro-palestiniennes, place de la République,
autorisés ou non, selon les jours, mais c'était tous les jours. Et vous avez en fait, ça a évolué. De manifestations, on évolue en violence urbaine, c'est-à-dire que vous avez des petits groupes qui se créent et qui commencent à joncher les rues de Paris. Ça allait même jusqu'à Rivoli, on l'a vu. Hein. Il y a eu beaucoup même pendant les manifestations contre la réforme des retraites, même si nous, on manifestait, hein, pour vous dire, je fais le parallèle un peu avec les Gilets jaunes, la manifestation contre la réforme des retraites, nous, on était contre Unité. Tous les jours, on a été là-bas. On avait toujours nos délégations tous les permanents étaient sur place. Et pour le coup, ça n'empêchait pas aux collègues à la fin de faire leur travail. Et moi, j'allais commenter, décrypter et dire pourquoi le collègue, il allait sur ces manifestations-là. Il y a plus confortable quand même comme position qu'à ce moment-là, quand tu vas plus ou moins défendre pourquoi tu as signé, mais en même temps comprendre, comme on disait tout à l'heure, ce mouvement. Non, mais on vit dans un état de droit. Si vous n'avez pas de droit, c'est l'anarchie et c'est la radicalisation. Et on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de politiques qui radicalisent parce que ça les arrange aussi. Vous avez parlé du sommet de l'État, ça moi je ne le juge pas, ce n'est pas dans mes prérogatives. Par contre, je sais que la France Insoumise, par exemple, elle crée vraiment, elle détruit tout ce que moi j'ai connu en fait. La police de proximité aujourd'hui, elle dit qu'elle veut la mettre en place, ok, mais c'est elle qui l'a détruit en fait. Elle a creusé un fossé entre nous et les jeunes en disant des mots comme la police tue. Mais en fait, on revoit sur l'affaire Naël, sur les violences urbaines de l'affaire Naël, on voit certaines cités qui sont taguées avec écrit la police tue. C'est les slogans à qui ? C'est les slogans à la France Insoumise. Qui a été repris aussi à LFI en disant, même, je persiste et je signe, c'est factuel, la police tue. Oui, mais voilà, oui, c'est ce que je vous dis. Et en fait, ils creusent, ils donnent une image qui est plus que négative. Et ils creusent. Vous avez, nous aujourd'hui, on a un sentiment de haine vis-à-vis des délinquants et des primo-délinquants et certains jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Et c'est ça la problématique. Voire peut-être des fois même certaines communautés, parce qu'il y en a aussi qui parlent de racisme systémique dans la police. Donc, ce qui est, à mes yeux, faux. Alors, à côté des syndicats, Reda, tu as quelques mouvements associatifs qui tentent à leur manière de faire entendre la voix des policiers. Et en l'occurrence, celle des conjointes, c'est le cas du mouvement lancé par Aurélie Laroussi, qui est présidente de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère. Alors, il y a quelque chose qu'elle a dite et qui nous a profondément marqué, et on voulait en discuter avec toi. Je te donne le verbatim de son entretien. « Nous, épouses ou enfants, sommes insultés et menacés parce que l'on est femme ou enfant de flic. » Question simple, toi qui es père de 3 enfants, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ? On est tous passés par là. Moi, mes enfants, quand ils remplissent leur fiche, le premier jour d'école, on remplit notre petite fiche en mettant la profession des parents. Moi, mes enfants, je leur ai toujours dit, ne mets pas que je suis policier. Pourquoi ? Parce que j'avais peur pour eux. Parce que à l'époque dans laquelle on vit, les individus, ils ont des accès qu'avant ils n'avaient pas. Je vais donner un petit exemple sur l'affaire encore après l'affaire Naël, pendant les émeutes. Ça n'a pas été médiatisé, mais on a beaucoup de collègues qui ont été suivis. Il y a beaucoup de collègues qui ont été menacés jusqu'à chez eux. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, par rapport on est au milieu de l'échiquier politique et l'image qu'on a donnée de la police, elle est très très négative. Donc ceux qui sont les plus radicalisés et qui sont les plus violents, ils n'hésitent pas aujourd'hui à s'en prendre à des policiers. Moi, j'ai connu, il y a 25 ans déjà, ça commençait à se détériorer. Mais moi, les anciens, quand ils me parlaient, ils me disaient, moi, Reda, je faisais Paris-Saint-Maur en tenue, sans mon arme. C'est-à-dire qu'à l'époque, le collègue, il prenait son service chez lui, avec le képi, il montait dans le métro, il allait bosser. Aujourd'hui, vous êtes désarmé, en tenue policier, vous ne survivez pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est il n'y a pas que les civils qui sont des cibles. Les cibles privilégiées des terroristes, c'est les policiers. On l'a vu avec les frères Kouachi. C'est des images qui resteront pareilles à vie, où le collègue quasiment il supplie de lui laisser la vie seule. On le voit. Ouais. C'est horrible. Et ce policier aussi, il était issu de la diversité. Je dis ça, je dis rien. Mais Magnanville, ils vont jusqu'à chez nous pour nous massacrer. Donc on est des cibles. Donc c'est pas que je suis pour ou contre la création de ces collectifs, mais par contre, le constat, je le rejoins. Et je pense que
Au niveau syndical, on a beaucoup de travail. Peut-être qu'au niveau la vie personnelle des collègues, il faut aussi qu'elle soit prise en compte. Et je pense que c'est normal quand on est une femme, quand on a peur pour son mari, quand on a peur pour ses enfants, on a le droit de dire qu'on s'inquiète. Qu'on est en colère. Voilà, et qu'on est en colère. Alors, au cours de ces 26 ans de service, Reda, tu as pu, on en parlait pendant notre entretien, tu as pu être au contact de cette hyperviolence, mais aussi de tout ce qu'on peut imaginer comme détresse humaine. Alors, je vais te donner quelques chiffres qui, je pense, peuvent illustrer cette hyperviolence. Je pense que tu les connais mieux que moi. La France, c'est 1000 coups et blessures par jour, une agression physique toutes les 44 secondes, une agression sexuelle toutes les 5 minutes et un viol toutes les 20 minutes. Alors, on ne va pas faire toutes les statistiques, mais ces chiffres donnent le vertige pour une personne lambda comme nous. J'ai envie de te demander, c'est quoi les sas de décompression pour un flic qui finit son service le soir face à tout ça? Comment on coupe? Comment on coupe avec la famille. On coupe avec la famille, on coupe avec le sport, on coupe avec ses passions. Et voilà, il n'y a pas... Moi, je sais que, par exemple, quand on a l'opportunité, je dis toujours séparé, l'avantage d'être issu de l'immigration, c'est de souvent partir à l'étranger. Moi, je sais que minimum une fois par an, j'allais au Maroc, je retrouvais ma famille, je changeais d'air, j'essayais de me détacher. Et puis aussi, il y a aussi des psychologues qui ont été mis en place dans la police, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, ils sont accessibles, ces gens-là, et très accessibles même, et ça a été beaucoup développé. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à le développer aussi. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est que tous les chefs de service, moi des fois ça a été compliqué, quand vous êtes délégué syndical, dans mon corps en tout cas, ça a été compliqué, et on oublie de le dire des fois avec certains chefs de service. Ça frite? Ça frite parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait l'ancienne police et il y a la nouvelle police. Donc vous aviez... l'écoute, c'était pas la même. La proximité, même s'il y avait ce respect, elle était différente. Moi, j'ai connu des commissaires qui me voyaient, des commissaires qui me tutoyaient, mais des gens qui étaient vraiment très proches. Moi, quand j'étais en police de proximité et que je voulais faire du civil et qu'on n'avait pas de voiture civile, parce qu'on n'avait pas de voiture civile affectée, j'allais voir le commissaire, je frappais à sa porte, normal, et puis il me prêtait sa voiture. Aujourd'hui, essayer de faire ça, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Aujourd'hui, on voit même des officiers qui partent en vacances avec leur clé de voiture du véhicule administratif pour être sûr qu'on n'en prenne pas, pour faire son boulot de flic. Alors que nous, on veut faire notre boulot de flic. Je ne dirai pas le nom non plus, mais je sais de source sûre que c'est le cas. Et on oublie aussi, et ça c'est très important justement, c'est l'importance du management. C'est l'importance du management. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on a une politique du chiffre qui est déguisée. Et on oublie au fait que derrière chaque policier, chaque policière, se cache une femme, un homme et un père ou une mère. Alors justement face à ces conditions de travail de plus en plus rudes, tu le disais tout à l'heure, tu parlais de psychologues, mais les forces de l'ordre sont fortement touchées par le suicide. Pour ceux qui nous écoutent, toutes forces de sécurité confondues, police municipale, nationale, gendarmerie, gardien de prison et douane, en 2022, en France, il y a eu 78 passages à l'acte, 46 étaient des policiers. Alors tu le disais un petit peu à travers les psychologues, mais j'ai envie de te demander vraiment comment on s'organise au sein de la police pour prévenir de tels drames. On essaie de mettre des dispositifs qu'on appelle, nous, les sentinelles, en tout cas sur le rayon de la préfecture de police, avec des gens en fait, qui sont là et qui sont à l'écoute et qui sont formés. Il y a des formations en ligne pour apprendre en compte les gens qui pourraient passer à l'acte. Mais vous savez, c'est hyper difficile. C'est très difficile parce que moi, j'avais donné l'exemple d'un de mes délégués et vraiment, je l'avais vu quelques jours auparavant. Il était normal, il avait le sourire, quoi. C'est ça qui est fou. Et combien de fois on a vu un collègue qui dit, je me souviens aussi une fois dans le Val-de-Marne, le collègue, il était dans la cour, il a dit, ah, je reviens, je vais fumer une clope, et puis on entend boum. C'est horrible, c'est horrible. Et pour nous, voilà, je pense qu'il faut être vraiment, faut pas nous diviser, en fait. C'est pour ça que je vous dis que le management, il est très très important. Il faut toujours être proche, faut qu'on arrête de nous formaliser, faut qu'on respecte les règles,
qu'on fasse notre boulot de flic, mais par contre, il faut arrêter de nous formaliser, faut créer ce lien, il faut des moments de convivialité, il faut pas le faire parce qu'on vous oblige à le faire, ou parce que c'est budgétisé, mais il faut multiplier les moments de convivialité, il faut qu'il y ait un lien entre les collègues, il faut qu'il y ait un lien entre les chefs de service et les collègues, mais c'est très difficile parce que vous avez une pression hiérarchique qui est omniprésente. Des fois, cette hiérarchie, elle subit aussi de la pression, hein, parce que vous prenez l'exemple de l'amende forfaitaire délictuelle pour le stupéfiant. Quand on nous balance ça, on dit « Ah tiens, on met ça en place ». Eh, les commissaires, ils viennent vous voir. Eh, là, il m'en faut tel nombre aujourd'hui. Vous y allez. Hein. Quel que soit le secteur. Champigny, par exemple, pareil. Champigny, c'est une plaque tournante de trafic de drogue. L'amende forfaitaire délictuelle dans un point stup, ça a aucun... Pour moi, à mon sens, hein, je manque de respect à personne, ni aux collègues de terrain, ni au commissaire qui a mis ça en place. Mais aucun sens dans un point stup, en fait. Puisqu'en fait, vous allez voir les dealers. Ils s'en foutent. Ils vont prendre leur amende. Ils sont non solvables. Donc ça n'a aucun intérêt, mais on vous oblige à le faire quand même. Donc vous vous retrouvez dans un hall d'immeuble, 14 contre 14. Déjà, le surnom, il n'existe plus. Moi, quand je suis rentré dans la police, on m'a toujours dit, Reda, c'est 1 pour 3. Mais c'est fini cette époque-là. Mais alors, si je reviens sur c'est très intéressant, mais si je reviens en fait sur cette problématique un petit peu de du suicide dans les policiers, chez nos forces de l'ordre, il y a des choses qui sont mises en place au niveau d'institutions, au niveau du commissariat, au niveau des psychologues, comme tu dis, mais est-ce qu'au final, la dépression, la peur ne sont pas des sujets quand même encore un petit peu trop tabous, pas au niveau de la hiérarchie, mais entre collègues. Moi, je te dis comme je le sens, c'est qu'on a quand même du mal à imaginer un gars de la BRI ou du RAID tatoué comme il est, ou même un membre de la BAC, discuter de son mal-être, discuter de son vague à l'âme entre vous. Oui, mais justement, il faut rompre les barrières et puis enlever les tabous. Moi, ça m'est arrivé au moins 3 fois minimum, d'aller, alors que j'étais au syndicat, hein, d'aller sur mon temps personnel, aller voir un collègue. Voilà, j'étais... Pour lui venir en aide. Oui, parce que j'ai senti que voilà, il allait peut-être passer à l'acte. Et voilà, après, vous le faites, et parce que j'ai peur, j'ai appelé mon chef, j'ai dit, écoute, là, je ne vais pas aller au commissariat, je devais faire tel service, mais je ne vais pas le faire parce que là, j'ai un collègue qui n'est pas bien. Voilà, donc je vais voir le collègue, je vais vous évaluer la situation. Nous aussi, on est formés. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose même. Tu as eu raison sur le coup ? Sur le coup, je sais qu'aujourd'hui, le collègue va bien, il est toujours policier. Et les 2 autres aussi. Non, il y en a un qui, lui, il a arrêté complètement. Sur le moment, quand tu allais le voir, c'était... Ouais, quand j'ai été les voir, ouais, ils avaient besoin, ouais. En fait. Parce qu'en fait, nous, la particularité par rapport à d'autres professions, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, on doit avoir son arme sur soi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un acte terroriste, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui est armé d'un couteau et qui plante quelqu'un d'autre devant vous. Donc on est plus que jamais, on n'est jamais vraiment hors service, quoi. Mais on a une chose qui s'appelle une arme en fait. Et des fois, les collèges choisissent de mettre fin à leur jour avec leur arme de service, en cliquant juste sur une détente. Et bon, c'est compliqué, quoi. Donc dès que c'est signalé, on sait qu'en général, la hiérarchie désarme le collègue, dès qu'elle sent qu'il y a un petit malaise par rapport à une situation personnelle, mais il ne faut pas qu'il y ait d'abus par rapport à ça, parce que des fois, on voit qu'il y a des abus, parce que l'administration se couvre et dit, voilà, moi, j'ai fait le boulot. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, le boulot. C'est pas, je prends l'âme du collègue, tous les soirs, il pose son arme. C'est l'accompagnement, c'est le service, c'est la joie de vivre, c'est l'envie d'aller bosser, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est ça, je pense qu'il y a pas beaucoup de chefs de service qui l'oublient, qu'il faut que les collègues, ils aient envie de bosser. Moi, j'ai toujours été comme ça. Si tu me fais confiance, je te fais confiance, je travaillerai pour toi. Mais là, on a l'impression des fois que la police, elle est gérée comme une entreprise. Mais ce n'est pas un métier qui se gère comme une entreprise. Alors Reda, je dis souvent à mes enfants qu'avoir peur, c'est déjà un signe de bonne santé mentale, mais qu'à un moment, le courage doit quand même venir botter les fesses de la peur. C'est un petit peu comme ça qu'on parle à la maison. Alors tout ça, c'est bien sympa à l'école ou au jiu-jitsu, mais la réalité en tant que policière ou policier est certainement bien différente d'une cour d'école. Donc moi, j'ai une petite question pour toi. Hein. C'est comment tu gères un petit peu la peur avant une intervention ? Et au-delà de sa propre peur, évidemment, comment on gère l'inquiétude de sa propre famille, de ses enfants, quand on leur dit au revoir le matin ? Je vais répondre à la deuxième question.
honnêtement, quand vous partez au boulot, vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. Je vous le dis clairement. Et je pense que moi, aujourd'hui, je ne suis plus sur le terrain. Mais déjà, quand j'étais sur le terrain, je ne sortais jamais sans embrasser mes enfants. Jamais. Et ni ma femme, ni mes enfants. Ce n'était pas possible. C'était une règle. Je ne dérogeais jamais à cette règle-là. Maintenant, on montrait le côté... Je ne sais pas qu'on mentait à nos enfants, mais on leur montrait que ça allait bien se passer. On leur disait, moi je sais que pour rigoler, je leur disais toujours, tu veux que j'attrape combien de voleurs aujourd'hui et tout. Et on essaie de montrer les côtés positifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis plus sur le terrain, mais je pense que c'est encore plus compliqué qu'avant pour les collègues. Parce que maintenant, dans le monde actuel, que ce soit via les réseaux sociaux ou que ce soit via les médias, vous voyez là vraiment, vous prenez plus conscience de la triste réalité des choses et vous vous rendez compte que le monde, enfin en France en tout cas, les jeunes sont de plus en plus violents et puis il y a de plus en plus de violence. Et même dans les établissements scolaires, c'est de plus en plus violent. Dans plein de milieux, dans le milieu hospitalier aussi, c'est de plus en plus violent. Dans les quartiers, c'est encore plus violent. Et puis des fois, on l'a vu aussi avec ce qui s'était passé à Crépol, en fait. Les gens, il y a des gens qui se sentaient dans une partie de la France, dans le reste de la France, on va dire, hors milieu urbain, qui se sentaient en sécurité, et qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on n'est plus vraiment en sécurité nulle part. Voilà, un drame peut arriver n'importe où. Ça, c'est pour la deuxième question. Maintenant, pour la première, il y a deux choses. Vous êtes obligé de vous préparer mentalement, en fait. Avant une intervention, vous êtes obligé de vous préparer mentalement. Mais je me souviens, il me semble que c'est un collègue du RAID qui l'avait dit. Il avait dit qu'eux, ils se préparaient. Ils mettaient tout de leur côté pour être prêts pour l'intervention délicate. Mais les collègues de police secours, les collègues de BAC, eux, ils interviennent, mais ils ne savent pas sur quoi ils interviennent. Et moi, on m'a dit, en école de police, même si ce n'est pas écrit dans les bouquins, mon formateur me disait tout le temps, fais gaffe au différent. Parce que le différent, vous allez sur un différent, mais c'est vague. Et c'est vrai que des fois, on arrive sur un différent, et finalement, on arrive, le gars, il a un couteau, il vient de planter sa femme, et vous devez gérer la situation. Voilà, et vous vous retrouvez, là, vous êtes à 3, et encore, je vous le dis, plus on nous met des règles, plus, voilà, vu que à une époque, vous pouviez, par exemple, laisser une voiture de police sans effectif à l'intérieur. Aujourd'hui, n'importe où, en tout cas pour moi, en Ile-de-France, vous ne pouvez plus laisser une voiture de police avec personne à l'intérieur. Donc en général, vous êtes 3 dans la voiture, vous laissez un gars, et du coup, vous vous retrouvez à 2 sur l'intervention. Donc quand vous êtes face à un Golgoth ou un mec armé, parce que vous y allez, mais vous ne savez pas qu'il est armé, l'individu, sinon vous appelez un service spécialisé, eh bien vous êtes obligé d'improviser, en quelque sorte. Donc en fait, vous apprenez sur le tas. Mais à force d'expérience, et c'est pour ça que moi, les anciens, ils m'ont toujours beaucoup apporté. Ils m'ont toujours appris à être vigilant, à faire attention sur n'importe quelle intervention. Et voilà. Et les collègues qui apprennent le plus vite, c'est les collègues qui travaillent dans les secteurs les plus chauds, tout simplement. Donc il faut se préparer. Mais pour la petite anecdote, moi, il y a toujours un truc que j'ai jamais vraiment compris, que je trouve dommage, par exemple dans notre formation, c'est que j'ai toujours fait à l'époque, ça s'appelait les groupes de techniques d'intervention de police, donc les entraînements, parce que, politiquement parlant, il ne fallait pas déséquiper un véhicule, parce qu'en fait, quand vous intervenez sur une circonscription qui a plusieurs communes, vous intervenez toujours à 3. En général, vous êtes en patrouille à 3. Mais les jours où on avait cette fameuse formation de groupe technique d'intervention, on ne pouvait pas déséquiper le véhicule. Il fallait absolument qu'il y ait un véhicule pour la commune. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'il n'y en a qu'un qui allait. Donc vous apprenez à intervenir sur un cambrioleur ou sur un individu armé avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude d'intervenir. Donc vous apprenez quand même, mais voilà, pour moi, la solution, c'est de créer une routine. Créer une routine d'intervention. Et pour créer une routine d'intervention, il faut qu'on recrute beaucoup plus de formateurs, il faut qu'on nous apprenne plus à s'adapter à la violence, comment en étant formé régulièrement à la gestion
d'une situation très anxiogène qui peut amener beaucoup de stress. Voilà. Il faut qu'on apprenne de l'affaire Naël, il faut qu'on apprenne de toutes les interventions, parce que les individus sont de plus en plus violents, les mineurs font de moins en moins preuve de discernement, et donc il faut qu'on s'adapte à ça. Jusqu'ici, la police, je pense que c'est peut-être une des rares institutions qui s'est beaucoup adaptée, mais je pense qu'il y a encore un gros travail. Et pour ça, il faut qu'on retourne sur notre cœur de métier. Il faut que la BAC elle fasse que du boulot de BAC, il faut que la police secours fasse que du travail de police secours, il faut qu'on arrête de faire des gardes d'hôpital, il faut qu'on arrête de faire des convois, on en parlera peut-être, mais des convois d'individus qui sortent de prison pour présentation au juge. Il y a plein de choses qu'on ne doit plus faire en fait, parce que si on veut se concentrer sur notre travail et qu'on améliore, pas qu'on mette un stop à la délinquance, mais qu'on améliore le service public, il faut absolument que chacun retourne dans son cœur de métier. Il faut arrêter de, tiens, il n'y a pas assez de... Il y a trop de gens qui brûlent les feux rouges. Ah bah tiens, maintenant on va tartiner tout le monde. Ah bah tiens, maintenant on va faire l'amende forfaiteur délictuelle. Alors il faut me ramenez-en plein, ramenez-moi plein d'amendes. Comme ça, je montre aux Français que, voilà, vous voyez, c'est efficace. Non, c'est pas ça en fait. Il faut qu'on retourne à notre cœur de métier. Il faut qu'on retourne à une police de proximité, parce qu'elle existe aujourd'hui. Ça s'appelle la police de sécurité au quotidien. Mais elle n'est pas du tout appliquée. Parce que ces collègues-là qui sont sur ces PSQ, ils font de la police secours en fait. Parce qu'en police secours, aujourd'hui, il y a tellement d'actes de violence qui ne sont pas assez, en fait. Une voiture, ça ne suffit pas pour une circonscription. Moi, j'ai connu des circonscriptions où vous aviez 8 communes. Je ne sais pas si vous imaginez 8 communes à gérer. Ce n'est pas possible. On l'a vu, je l'ai dénoncé aussi pendant TPMP, l'affaire Palmade. Il fallait 2 collègues, et à cause des médias qui tournaient autour, il fallait mettre un véhicule de police qui tourne autour de l'hôpital. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de véhicules pour tourner sur l'ensemble de la circonscription, sachant que c'est à peu près en tout 200 000 habitants. Je ne sais pas si vous imaginez. Et du coup, vous évitez... les gens ne pensent pas, mais je pense que la présence policière, sincèrement, là on le voit, on l'a vu avec les JO. On l'a vu avec les JO. On a vu que la présence des gendarmes, la présence des policiers, tout de suite, on le voit. Moi, j'étais à Paris sur cette période-là, pendant cette période JO, et j'ai vu, ça crée vraiment un sentiment de sécurité. Sincèrement, ça crée vraiment un sentiment de sécurité. Mais aujourd'hui, on n'est plus en capacité de faire ça. Je pense qu'il faudrait au moins 1,5 fois 1,5 de policiers en plus, ou voire 2 policiers et gendarmes. Honnêtement, il faut à un moment s'adapter, se poser autour d'une table, faire un constat. 144 000 policiers et près de 90 000 on est 250 000 à peu près. 90 000 gendarmes, 144 000 mais en fait, quand on fait le constat, pour moi, en tout cas, par rapport, je pense à ma vocation, on va dire, de protéger les citoyens. Je me dis aujourd'hui que je suis policier, j'ai plus trop les moyens. Mais franchement, il faudrait que tout le monde se pose autour d'une table et fasse un constat. Et dit, les chiffres que que tu as donnés, ils sont super intéressants. Et dire, voilà, il y a un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes, il y a X attaques au couteau, qu'est-ce qu'on fait? On met du monde. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la sécurité des Français, elle a un prix. Il ne faudrait pas qu'elle ait de prix. Pour moi, la sécurité, elle n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez les extrêmes, en fait, et que la France, elle est divisée. Certains politiques qui te disent, ce que tu dis, c'est qu'il faut définanciariser certains pouvoirs régaliens. La sécurité, l'école, la santé, tous ces services ne devraient pas être financiarisés. Il y a des lignes politiques comme ça qui vont dans ce que tu dis. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, avant, c'était dans les quartiers. Maintenant, c'est partout, les problèmes de délinquance. C'est à Crépol, c'est dans les actes terroristes, dans les écoles. On peut en parler de ça aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas faire participer, nous, on fait des sensibilisations à la tuerie de masse. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on crée une routine où on intervient dans un centre commercial, on ferme complètement. Créteil-Soleil, j'ai participé à quelques-uns, en tant qu'observateur, bien sûr. 23h, vous fermez tout est fermé. Et puis là, on prend police municipale, pompiers, on prend tout le monde. Et on crée une situation. Et du coup, on prépare les policiers. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les actes terroristes
qui c'est qui sont, à part les renseignements, bien sûr, qui font un travail de l'ombre qui est extraordinaire et qui ont des services spécialisés pour interpeller les individus qui décideraient éventuellement de passer à l'acte. Mais quand vous tombez sur un acte comme à Villejuif ou comme à Arras ou comme à Rabbi Rakem, il faut qu'on nous entraîne, nous, policiers, et qu'on nous prépare. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question, avec ce qui s'est passé à Arras, justement, et dire, est-ce qu'il ne faut pas aussi préparer le personnel éducatif ? Est-ce qu'on ne peut pas, moi j'en avais parlé sur certains plateaux, est-ce qu'on ne peut pas créer un bouton panique, par exemple ? Pourquoi on ne pourrait pas équiper les écoles ? Alors certains sont contre le portique, vous savez, les portiques de sécurité, pour que les jeunes n'y rentrent pas avec des couteaux. Moi je vois des gamins dans les quartiers, et les mecs ils ont ils sont équipés autant que nous maintenant. Ils sont équipés autant que nous. Et en fait, comme ils ont plus de filtres, on a l'impression qu'on est dans un GTA géant, c'est-à-dire qu'ils pensent que la vie c'est comme un GTA. Tiens, je vais monter au braquage, je vais récupérer dans la cage d'escalier, parce qu'à l'époque, moi, à mon époque, il y avait une arme à disposition dans chaque quartier. On est allé voir le gars, il disait, bon, bah voilà, vas-y, et tu montais au braquage. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais bon. Mais en tout cas, c'était ça. Maintenant, et ce n'est pas une arme, c'est une Kalachnikov, déjà. Et puis, ce n'est pas une ou deux, c'est 3 Kalachnikov. Donc, les gars, ils sont équipés, ils ont le matos, ils ont les voitures, ils peuvent monter au braquage, ils peuvent... un simple mot de travers à une prof, le gars, il est capable de péter un plomb. Et puis, les autres, ils filment, ils rigolent. Mais pourquoi je te posais toutes ces questions un petit peu sur les peurs, c'est que en fait, j'ai eu l'occasion de voir un peu les entraînements de certaines unités. Et il y a un truc qui m'a quand même frappé pendant ces entraînements. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai vécu comme ça. Mais il y avait il y avait un petit côté bande de potes sur une aire de jeu géante. Alors, évidemment, c'est pas du jeu, hein. On s'entraîne pour des interventions qui sont bien réelles. Mais la question que j'ai, c'est est-ce qu'une vraie bande de potes, quand on part en mission, ça aide ? Oui, parce que je pense qu'il y a... La relation de confiance, elle est super importante. Voilà, elle est super importante. Il faut savoir, si tu progresses en binôme, il faut avoir confiance en ton binôme. Si tu es en trinôme, il faut avoir confiance en chaque collègue, en fait. Et moi, j'ai eu cette chance de travailler c'est parce que c'était mes meilleures années en unité départementale, parce que c'est des gars, en fait, on était hyper solidaires. On se faisait attaquer dans un quartier, le lendemain on y allait. On leur montrait que la République, c'était pas eux, et la République, les représentants de la République, c'était nous. Et on y allait, alors on respectait les règles, hein, mais par contre, s'ils voulaient venir jouer, on se préparait à ça. Voilà. Et là, on imposait en fait, on imposait le respect. Nous, à l'époque, ils nous appellent toujours comme ça, ils nous appelaient les Batman. Et parce que le Six, c'était une chauve-souris, ils savaient qu'avec nous, il fallait être réglo. Sinon, voilà, on allait revenir, nous aussi, on est en capacité de réunir l'ensemble de nos effectifs pour aller dire attends, ce quartier-là, ce n'est pas une zone de non-droit. J'ai vu pendant tes interventions dans les médias que tu t'attaches à ne pas faire de politique. Par contre, alors on le disait hier pendant la préparation de notre entretien, lui, le politique, se prive absolument pas de jouer un rôle central dans ta vie de policier. Quand tu entends par exemple Jean-Luc Mélenchon dire que la police tue en traitant certaines organisations syndicales de factieux, il avait dit à l'époque ça du syndicat Alliance qui avait fait une manifestation devant l'Assemblée nationale, quand tu l'entends affirmer que beaucoup de monde déteste la police et qu'il serait temps de s'en rendre compte, comment tu réagis toi à ces propos ? Alors, comme tu l'as dit, moi je ne fais jamais de politique. Par contre, mon rôle en tant que syndicaliste, c'est aussi dans ce cas-là, quand il faut sortir de son devoir de réserve en tant que policier, je le fais. Et pour moi, ce sont des propos qui sont vraiment inacceptables. Je pense que c'est des manœuvres politiques pour viser un certain électorat. Et je pense que ça divise plus qu'autre chose. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que les mots, ils sont dits. Des fois... on dit que les paroles s'envolent, mais là, dans ce cas-là, elles ne s'envoleront pas. On est représentant de la République. On a toujours fait notre travail et essayé de le faire au mieux. Après, c'est vrai que des fois, la situation fait qu'elle tourne mal. Moi, ça m'est arrivé aussi sur des interventions. On fait de notre mieux, mais on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des hommes et des femmes. Donc pour moi, ces propos, ils sont complètement déplacés, ils sont scandaleux et inacceptables. Et je pense que c'est lui qui tue l'esprit républicain. Et qui tue l'esprit républicain et ce que représente la police. Parce que ce n'est pas du tout ça, en fait. Et je pense qu'il n'est pas du tout adapté à la vie comme elle est aujourd'hui, à la violence dont font preuve les jeunes envers les forces de l'ordre. Et je pense qu'il accentue
cette violence par ses propos. Alors justement, avec toutes ces déclarations, ils sont forgés quand même une image vraie ou supposée, selon dans quel camp on est, chacun jugera, mais il y a une certaine image anti-flic, alors que dans le même temps, et je voulais souligner un petit peu la contradiction avec toi aujourd'hui, dans leur programme, ils sont pour une police de proximité qui fait pour le coup l'unanimité, ou presque, dans les rangs de la police. Alors moi, quand j'ai lu ça, dans le programme et dans les déclarations, comment on peut expliquer ce paradoxe de police de proximité en même temps qui est utile pour vous et ces déclarations Il faut toujours, je pense, à faire attention, comme je le disais tout à l'heure, à l'aspect missionnel. Parce que tu peux dire police de proximité, mais moi, je suis policier, tu ne m'envoies pas dans un quartier sans mon arme de service. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont suréquipés. Tu vas à Marseille, tu vas en Seine-Saint-Denis, tu vas dans n'importe quel quartier d'Île-de-France qui, pour rappel, est la région la plus criminogène de France. Tu ne vas pas sans ton arme, en fait. Tu ne vas pas sur un point stup sans ton arme, parce que la police de proximité, c'est ça. Hein. C'est voir et être vu. Mais si je puis utiliser le mot, c'est aller les emmerder. C'est-à-dire que tu vas, tu casses le business. Mais là, si tu tu fais viens et que tu référence n'as pas d'armes, ils vont nous attaquer. Hein. Donc là, tu fais référence un peu à la police de proximité chez LFI, Oui. mais aussi au fait, encore une fois, avéré ou supposé, qu'ils voudraient un petit peu alléger l'armement de la police. Il y a eu tout avec eux. Ils veulent supprimer les bacs, ils veulent désarmer la police, et puis ils veulent peut-être sûrement le retour de la police de proximité, mais sous quelle forme, je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, déjà, je pense que il devrait déjà, ces cadres en tout cas, lui comme ces cadres qui ont tenu ce type de propos, comme Madame Keke, bon, qui est plus députée aujourd'hui, mais vous savez, quand vous dites elle est issue de l'immigration, et elle le dit, et elle le revendique, et elle l'utilise. Moi, j'ai pas pour habitude de l'utiliser. On m'en parle, je dis juste que voilà, moi je suis là, je suis arrivé au poste où je suis respecté, et j'ai fait mon trou, comme on dit, et j'ai eu la chance d'avoir la culture française et la culture de mon pays d'origine, le Maroc. Mais le jour où elle a dit la police contrôle et tue nos enfants, c'est encore pire que ce qu'a dit M. Mélenchon. Et moi, je l'ai condamné à l'époque. Hein. J'ai fait un tract, je l'ai condamné. J'ai condamné les propos de M. Boyard aussi. Mais il y a des gens qui, je sais pas, il y a une partie de, même s'ils restent à mon sens minoritaires, acceptent ces propos-là. Voilà, parce que pour eux, peut-être que la sécurité, c'est pas important. Mais je sais que la plupart des Français nous font confiance. Une grande majorité des Français aiment sa police et la police aime les Français. J'aimerais quand même qu'on aborde avec toi un sujet qui, littéralement, hystérise les débats ces dernières années. Et j'insiste sur le mot hystériser, car c'est vraiment le cas. C'est le sujet de l'immigration et de la délinquance. Et comme l'avancent certains politiques et statistiques, d'ailleurs, du ministère de l'Intérieur, un possible lien entre les deux. Alors, je te pose la question, Reda, très simplement. Toi qui as 26 ans de terrain, je pense que tu as pu voir le paysage délictueux sous toutes ses coutures. Y a-t-il un lien entre immigration et délinquance? Et comme je te disais tout à l'heure, je vais être franc avec toi, tu es notre seul espoir de réponse claire sur ce sujet. Oui, alors, c'est multifactoriel en fait. Le fait que par le passé, des gens... moi, ma mère, elle est arrivée en France, elle n'avait pas eu le choix en fait. C'était soit elle perdait son job au Maroc, soit elle partait en France dans une filiale de la SNCF. Et du coup, elle n'a pas eu le choix, parce que la France avait besoin de main-d'œuvre, et puis il y avait eu un accord entre la France et le Maroc. Donc du coup, mes parents sont venus vivre en France. Maintenant, j'ai une éducation quand même assez stricte. Et on a toujours appris à respecter les autres. Et la parole de l'adulte prenait toujours le pas sur ma parole à moi, en tout cas. C'est peut-être pas juste, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'elle est fière de ce que sont devenus ses 3 fils. Je pense qu'elle en est fière. Maintenant, avant d'être policier, je ne vais pas le cacher, je me faisais contrôler régulièrement. J'habitais dans un quartier, je me faisais contrôler régulièrement si j'étais dans un véhicule parce que mes parents ont bien bossé et ont bien gagné leur vie pendant une très longue période. Et du coup, à un moment, bah, oui, ça m'arrivait d'être dans une voiture voilà, qui laissait préjuger que je vivais au-dessus de mes moyens. Donc je me faisais contrôler régulièrement.
Et moi, comment je le vivais, c'est que j'avais l'impression de prendre pour les autres, en fait. Tout simplement. Et je pense que, sincèrement, c'est plus qu'une impression. J'ai l'impression voilà, que je prenais à l'époque pour les autres. Et que ça, je ne sais pas si ça changera un jour, mais je suis contre la stigmatisation. Je pense que c'est vraiment un problème dans notre société. Et c'est pareil pour la police. Aujourd'hui, tu dis que les policiers sont violents. Aujourd'hui, tu dis que la police tue. Aujourd'hui, tu dis que les policiers, qu'il y a un racisme systémique dans la police. Donc, en fait, tu stigmatises un peu tout, quoi, en fait. Et c'est un vrai problème dans notre société. Et donc tu veux dire que le pendant de la stigmatisation là-dessus, c'est immigration égale délinquance, il ne faut pas stigmatiser. non, je pense pas qu'il faut pas stigmatiser. Je pense pas qu'il faille stigmatiser. Maintenant, moi, je le dis sincèrement, je sais que ça plaît pas aux gens, mais quand je travaillais à Saint-Maur, ben, je contrôlais beaucoup de gens de type européen, parce que c'est des quartiers assez huppés quand même, Saint-Maur-des-Fossés pour ceux qui connaissent. Quand je travaillais à Champigny, je contrôlais beaucoup de gens qui étaient type nord-africain, type africain. Oui, c'est une réalité. Mais chacun a sa responsabilité. Qui a parqué ces gens dans des quartiers? Donc qui a créé du communautarisme? Le multifactoriel. Voilà, c'est multifactoriel. Et je pense que les gens se cachent, que ce soit les politiques d'avant, peut-être les politiques d'aujourd'hui, peut-être que les gens se cachent, mais en tout cas, toujours ceux qui doivent faire face à ces gens-là, ceux qui sont filmés aujourd'hui quand sur une intervention assez chaude, où ils n'auront peut-être pas l'avant et peut-être pas l'après, mais ils verront des images qui vont les choquer dans l'intervention de police. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est nous qui nous retrouvons, on est toujours le dernier rempart. Et c'est toujours nous qui prenons, en fait. C'est toujours nous qui prenons. Parce que, en fait, on est là pour faire respecter la loi, on est une autorité. Et les gens, aujourd'hui en France, beaucoup de gens, même de ma génération, ça les gens l'oublient. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on a un peu notre part de responsabilité. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai une fille de 23 ans, pardon, parce qu'elle les a eus début juillet. J'ai une fille de 23 ans, j'ai une fille de 19 ans et j'ai un fils de 13 ans. J'ai essayé de leur faire la même éducation. À un moment, à l'adolescence, ça a été très, 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 très compliqué. Très, 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 très compliqué. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. À un moment, peut-être qu'elles aussi, alors encore moins, je ne vais pas avoir peur de mes filles quand même, mais à un moment, elles ont peut-être un peu stigmatisé. Pour la petite anecdote, je ne l'ai jamais dit à personne, mais quand il y a eu les images de l'affaire Naël qui ont choqué, même moi, m'ont choqué. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui tire sur quelqu'un, ouais, moi, ça me choque. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Mais je sais aussi, je peux comprendre pourquoi le collègue a décidé de faire le choix de tirer. Parce qu'il estimait qu'il était dans un cadre légal et que sa vie, elle était en danger. Et la première chose, pour la petite anecdote, c'est ma fille cadette qui m'a envoyé, parce qu'elle sait le travail que je fais, elle me dit, mais papa, tu vas pas défendre, tu as vu les images, est-ce que tu vas défendre le policier? Et ça m'a touché. Et en fait, je me suis isolé 15 minutes, j'ai pris le temps de l'appeler et je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, ah oui, c'est vrai que vu sous cet angle, bah oui, 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 quand tu vois sous cet angle, c'est ça en fait. Je dis aujourd'hui, je pense que aujourd'hui quand même par rapport à l'immigration, on peut monter ou descendre, hein, peu importe, on s'en fout. À Marseille, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans les Hauts-de-Seine, maintenant les trafiquants utilisent beaucoup les sans-papiers mineurs. C'est un truc, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Ils sont bien payés, ils sont logés, souvent dans des logements insalubres et des squats, quoi. On peut appeler ça, on va appeler un chat. Ils utilisent cette immigration-là. Quand vous parlez, vous discutez quand je discute avec les collègues qui travaillent en zone frontalière, ils me disent Reda, les mineurs, on ne sait plus comment faire. C'est-à-dire qu'on les place dans des foyers, mais en fait, administrativement parlant, comme c'est administratif, on ne peut pas les forcer. Donc du coup, ils fuguent automatiquement. Et puis après, ils vont en France. Et puis il y a plein de choses. Il y a eu des décisions aussi au niveau national. Avant, ils allaient avec le Brexit. Avant le Brexit, ils allaient beaucoup en Angleterre. Et maintenant, ils décident de rester en France. Donc il y a un moment où moi, je suis né grâce à l'immigration. Mais par contre, pour moi, une culture, une religion, ça se partage. On n'oblige pas quelqu'un. Ça ne s'impose pas. Et je pense que les parents,
ils devraient en avoir conscience aussi. Je pense que certains parents ont une grosse, très grosse, mais vraiment une immense responsabilité aussi dans ce qui se passe. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, la femme et l'homme sont obligés de travailler. À l'époque, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas. Il y a des gens, ils disent les familles monoparentales. C'est vrai que c'est très difficile d'éduquer un enfant aujourd'hui dans la société. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, avec mes filles, quand elles étaient ados, c'était un peu compliqué. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Et puis, il faut aussi donner des moyens aux services et aux profs, quoi. Quand vous voyez aujourd'hui les profs, comment ça se passe, comment ils sont, comment les jeunes les respectent plus comme nous on les respectait. Et peut-être que l'État a sa responsabilité. Mais il faut je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un vraiment de courageux, mais il faut que tout le monde aide cette personne à mettre les points sur les i, les bas sur les t. Alors, Reda, pour moi, c'était impossible de parler des refus d'obtempérer sans parler de cette histoire tragique à Clamart, où un jeune de 14 ans avait refusé de se soumettre aux injonctions de la police vers 3 h du matin et avait fini sa course dans une voiture, tuant un automobiliste de 34 ans qui partait, je crois, pour le travail. Ce refus d'obtempérer illustre le dilemme un petit peu de la police. Si tu neutralises pas le chauffard à temps, le refus d'obtempérer peut se transformer en la mort d'un innocent, enfin en homicide. Et si tu le neutralises trop tôt ou mal, le policier finit en prison. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu brièvement, sans rentrer trop dans les détails, les conditions qui doivent être réunies pour que tu fasses usage de ton arme lors d'un refus d'obtempérer? Alors, je peux les donner, mais c'est toujours pareil. Le Code de la sécurité intérieure, il prévoit normalement que si la personne est dangereuse par sa conduite, elle est dangereuse pour le policier, dangereuse pour elle-même ou dangereuse pour autrui, on peut faire usage de son arme de service dans un temps réel. Et voilà, ça c'est les grandes lignes. Mais aujourd'hui, avec on a l'impression que dans la société actuelle, les gens sont tous juges, alors qu'ils ne sont pas policiers. Et c'est pour ça que notre organisation syndicale, Unité, revendique le fait de juridictions spécialisées, c'est-à-dire des gens issus du ministère de la Justice, des magistrats, qui tournent avec nous et qui voient en fait comment, face à quoi on doit faire face, face à quelle violence on doit faire face, et dire, voilà, là quand même, pour prendre la bonne décision, pour faire le bon choix, c'est quand même de plus en plus dur. Et c'est vrai que sur cette affaire, moi je me suis posé la question, je ne sais plus sur quel média, j'ai posé la question, j'ai dit, l'affaire Nahel, tout le monde juge et tout, mais si le policier décide de ne pas faire usage de son arme de service, qu'est-ce qui se passe derrière? Le dilemme. Voilà, s'il fonce sur quelqu'un, une femme en poussette, et que le gamin et la mère décèdent, comme ça s'est passé à Vitry-sur-Seine en 2003, où un père, il s'est retrouvé qu'avec un seul enfant, il a perdu sa femme et 2 enfants, avec la fameuse affaire du Porsche Cayenne. Pour la petite histoire, les individus avaient repéré un véhicule de la BAC et ont fait un refus d'obtempérer. Ils ont perdu le contrôle, ils ont foncé sur un arrêt de bus. Ils ont décimé une famille entière. Et si un policier avait fait face et avait fait usage de son arme de service et avait neutralisé un individu, on aurait dit « Ah ouais, mais non, à l'époque, il n'était pas en légitime défense, la police tue ». Mais en fait, c'est le risque en fait, qu'on prend quand on est policier. On sait qu'on peut faire face à ça. Moi, ce qui me désole dans cette affaire dont tu parles, c'est que là, il n'y a pas eu de marche blanche. Il n'y a pas eu de marche blanche, là. Il n'y a pas eu de marche blanche, il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas eu ah mince, putain, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose, il va falloir qu'on aide quand même les policiers. C'était carré. Les collègues, ils prenaient à distance, ils prenaient en charge le véhicule. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, c'est nous qui devons faire face à ces jeunes-là, en fait. Le gamin, il a 14 ans, il est 2h50 du matin. 2h50 du matin, qu'est-ce qu'il fait dehors à 2h50 du matin dans un véhicule volé? Avec toutes les affaires qu'il y a, ses parents, ses amis, parce que moi, le matin même de l'affaire Nahel, parce que c'est un service dont je m'occupe, la direction de l'ordre public et de la circulation au niveau des banlieues, c'est moi qui la coordonne, entre guillemets. Donc j'ai été tout de suite sur place. J'ai été pris à partie, verbalement, par des gars qui avaient la trentaine.
qu'ils étaient fiers d'avoir fait 40 gardes à vue et qui m'expliquaient la vie en fait. Et qui me disaient ouais, on aurait dû tirer dans les pneus, ouais, on aurait dû faire ça, ouais, t'aurais dû prendre sa plaque. Non mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Le gars, s'il renverse ta sœur et que j'ai pris sa plaque, mais qu'il y a un mec qui m'envoie un gamin de 14 ans au commissariat et qui me dit moi j'ai pas le permis, mais c'est moi qui ai renversé la gamine. Ou que, pire, parce que je l'ai vu, hein, je l'ai vu sur des vols armés, que ta sœur elle se fasse renverser par un jeune en voiture et que le propriétaire de la voiture il se pointe au commissariat. Ah, on m'a volé ma voiture ce matin. Voilà, bah, l'histoire elle est finie. Voilà. Mais en fait, ils ne regardent pas comme ça. Ils regardent que l'angle qui les arrange. Je ne dis pas que tout est beau dans les quartiers, j'ai vécu dedans. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qu'il faut aider, mais il faut faire le tri en fait. Je t'invite de nouveau à prendre l'iPad, parce que pour moi, c'est impossible de parler des refus d'obtempérer sans parler de l'affaire, évidemment, Naël, où je le rappelle qu'un jeune homme avait été tué par un tir de policier suite à un refus d'obtempérer. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, et que, évidemment, nous soyons tous informés, que la justice passe. Alors, là, Reda, on voit un président qui réagit peut-être sous le coup de l'émotion, peut-être même qu'il anticipe l'embrasement des banlieues qu'on a connues l'été dernier. Mais moi, ce que je voudrais avec toi, c'est qu'on analyse un petit peu la séquence, parce que je trouve qu'en 20 secondes, tout saute. La présomption d'innocence passe à la trappe en disant que c'est inexcusable. Le judiciaire se retrouve avec l'exécutif qui lui met une pression en demandant une peine rapide. Et pire, comme si ça ne suffisait pas, il lâche en plein direct le policier en question. Est-ce que le divorce entre Macron et la police ne s'est pas signé ce jour-là ? Je pense que ces propos resteront marqués à vie, même après sa carrière, à tout policier. Je ne veux pas parler pour mes camarades gendarmes, mais en tout cas au moins pour les policiers, je sais qu'on restera marqué sur ces propos-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on respecte le choix, quoi qu'il arrive, démocratique des Français, quelles que soient les conditions. On a signé un contrat avec l'État. Et le contrat, notre contrat et notre priorité, c'est de protéger les Français. Donc on continuera à le faire. Par contre, ces mots, ils resteront marqués à vie parce que moi, pour moi, ils sont d'une importance capitale. Je me suis encore plus... ça a renforcé ma conviction sur le fait qu'on se retrouve toujours seul. Là, on est en plein dedans, en fait. Si Florian, aujourd'hui, qui a fait usage de son arme de service, en prenant malheureusement encore condoléances à la famille et à la mère de Naël, qui a décidé de faire usage de son arme, moi, je serais là pour lui en tant que syndicaliste, je ne le lâcherai pas. Parce qu'en fait, il avait sa tenue. Et je pense que quand tu es policier, quand tu as ton brassard et ta tenue, l'État, normalement, il devrait avoir sa responsabilité dans ce cas-là aussi. Parce que c'est l'État qui te forme, c'est l'État qui te recrute, c'est l'État qui doit suivre ta formation, c'est l'État qui doit aussi prendre ses responsabilités vis-à-vis d'un jeune qui, je le rappelle, je suis désolé, il est décédé, hein, mais le week-end d'avant, il était dans nos locaux. Il devait être jugé pour cette affaire aussi quelques mois plus tard. C'est pas normal. S'il avait été jugé tout de suite, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça. Après, c'est trop dur, je ne vais pas parler en parlant d'une autre affaire, mais la responsabilité des parents, elle est énorme. Et je sais que c'est difficile d'élever un enfant, et c'est difficile d'élever un enfant dans un quartier. C'est difficile de perdre un ami d'enfance. Mais tous ces mecs-là qui ont brûlé des voitures parce qu'ils étaient en colère, ils étaient où quand ils voyaient ce gamin prendre un Mercedes classe A à 9h du matin le week-end dernier, les mois précédents, cette affaire? Ils étaient où en fait? Quand ce gamin il n'allait pas à l'école, ils étaient où? Je ne sais pas. Ils étaient où? Non, ils sont là que quand ils sont énervés, on va dire quand le mal est fait. Parce que oui, aujourd'hui, il y a un gamin qui a 17 ans, qui n'aurait peut-être pas mérité de mourir, mais la justice doit trancher. Et surtout, au plus haut sommet de l'État, il faut respecter la présomption d'innocence. Je veux bien qu'on
qu'on respecte la présomption d'innocence, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se sont passées après. Quand il s'agit de personnalités, des acteurs très connus, là, on parle de présomption d'innocence. Par contre, quand on parle d'un policier, parce qu'il faut pas qu'il y ait de, il faut pas qu'il y ait de révolution, il ne faut pas qu'il y ait d'anarchie dans les quartiers, et ben là, on dit non excusable, non explicable. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, tu sais, pardon, tu t'attends à ce que la personne pour qui tu as décidé de travailler, elle soit là aussi pour toi. C'est quand je te parlais tout à l'heure du management. C'est au niveau de chaque strate, en fait. Et je sais qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a toujours été là pour nous et qui s'est toujours déplacé quand il y avait un problème. Là, on avait vécu quand même une situation différente et difficile parce qu'il ne faut pas oublier que ce collègue-là, là, il a parlé de la famille, je comprends, il y a un jeune qui est parti, mais il y a un policier aussi qui a des états de service incroyables, qui n'a même pas une sanction administrative, qui a eu 2 médailles d'acte, courage et dévouement. Moi, en carrière sur le terrain, je n'ai jamais eu ça. Il a eu la médaille de sécurité intérieure. C'est une distinction qui est quasiment impossible à avoir, qui a un enfant, qui a des super états de service, et d'un seul coup, sa vie, elle a basculé. Parce qu'il a essayé de faire son travail. Et ça, les gens, ils l'oublient. Et donc, quand nous, les policiers, on décide de faire notre travail, on s'expose et on prend des risques. Mais normalement, l'État, à partir du moment où il vous donne une responsabilité, il doit soutenir dans ce qui suit après. Et il ne faut pas oublier que derrière, on a un collègue qui a fait 5 mois de détention provisoire. C'est énorme. C'est quasiment du jamais vu. Alors que c'est une action de police. Je ne parle pas de la mort du jeune, c'est une action de police. Vous constatez un délit, vous rentrez dans un cadre bien précis. Le collègue estime, c'est-à-dire le collègue ne s'est pas levé le matin, il a dit ce soir, tiens, aujourd'hui, je vais tirer sur quelqu'un. Alors le policier, ce n'est pas un délinquant. On peut être tous d'accord là-dessus que à la fin, c'est un drame, parce qu'un mort est un mort de trop. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est comment aujourd'hui va Florian ? J'aime pas trop parler de ça, mais il faut bien te douter qu'il ne va pas bien. Mais je pense qu'il a un traumatisme à vie. Sa famille, c'est compliqué. Après, je veux pas trop parler parce qu'il veut rester discret par rapport à ça. Et puis, tu sais, tout le monde, maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde va chercher à utiliser ça, en fait. Pour beaucoup de gens, beaucoup de juges, ce matin-là, quand il a estimé faire usage de manière légitime, on a eu 60 millions de juges, en fait. Je crois que c'est ma période syndicale, en tout cas dans les médias, la plus difficile que j'ai connue, parce que c'est difficile vous êtes jugé, en fait, et les gens pensent que tu veux courir. Non, c'est pas comme ça, en fait. C'est une action de police, en fait. J'ai dit, alors c'est sûr, si on était dans le monde des bisounours, le jeune, il serait arrêté. S'il serait arrêté, le collègue, il n'aurait pas tiré. Et peut-être que sur l'affaire de Clamart, s'il y avait un policier en face et qu'il avait fait usage de son arme de service contre le gamin de 14 ans, il n'y aurait pas eu un mort de 34 ans qui n'avait rien demandé. Mais le problème, c'est que si tu enlèves la vie d'un gamin de 14 ans, après l'affaire Naël, ça se passe comment derrière ? Dans le quartier dont est originaire le gamin et dans toute la France, ça se passe comment derrière ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'à un moment, les gens, tous ceux qui doivent, je dis que c'est la responsabilité de chacun, est-ce qu'à un moment, les personnes qui doivent assumer vont assumer ça ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est compliqué, vu comment c'est devenu au niveau de l'échiquier politique, vu qu'on est en plein milieu. C'est toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la police, et c'est dommage. Ils oublient, on parlait tout à l'heure de M. Mélenchon, mais vous savez, tu sais, la police, elle fait pas que faire usage de son arme de service. Hein. On l'a vu à Noisy-le-Grand il y a quelques mois, on constate de plus en plus de violences contre les femmes. Mes collègues de Noisy-le-Grand, de la BAC, ils sont intervenus sur un appel femmes en danger, dispositif qui fonctionne. Ils sont arrivés sur place, ils sont tombés sur l'ex-conjoint.
dans l'escalier, ça a duré 5 secondes. Hein. Le gars, il a fait usage de son arme, il a tiré sur le policier. L'arme a traversé son avant-bras. Le policier qui prend les plaintes, le policier, moi j'ai bossé de nuit, hein, le nombre de fugues que j'ai pris, le nombre de déclarations de fugues, c'est incroyable. Et les gens, quand ils se sont fait casser leur voiture, quand ils se sont fait défoncer la tête, si je puis dire, ils veulent qu'on soit là tout de suite à leur disposition. Et on essaie de l'être, on le fait. Mais il ne faut pas qu'ils oublient, tous ces gens, qu'on a une multitude de missions, en fait. Il ne faut pas s'arrêter juste au refus d'obtempérer. Il y a beaucoup de missions et les policiers font beaucoup de positifs, mais dans la société actuelle, on se concentre beaucoup sur le négatif et pas le positif. Alors, autre sujet brûlant, Reda, autour duquel tout s'hystérise et s'enflamme assez rapidement aussi quand on parle de ça. On ne pouvait pas faire cet entretien sans parler du racisme. Alors, le racisme dans la société, mais surtout le racisme au sein de la police. Je te propose de reprendre l'iPad et de regarder ce que tu avais déclaré plus tôt cette année à ce sujet. On a souvent dit que les policiers sont tous racistes, ils font du délit de faciès, du contrôle aux faciès. Moi, quand j'étais sur le terrain, le racisme, je l'ai plus vécu à l'extérieur que dans la police. Voilà, tout simplement. Les gens peuvent monter, descendre. Moi, j'ai connu l'expérience, je suis toujours policier. On me traitait, quand j'étais sur la publique, on me traitait de... Ça fait rire certains, même moi, ça me fait rire encore, de poulet grillé, de sale traître, de Dark Vador, parce que j'étais du côté obscur. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les quartiers, et pas forcément que dans les quartiers, c'est comme ça que j'ai été traité. Mais j'ai jamais connu de racisme dans la police. Je sais que ça plaît pas aux gens. Pour eux, ils veulent se créer leur propre réalité. Mais notre réalité sur le terrain, c'est celle-ci. Quand j'entends ta déclaration, moi, ça me fait penser directement à l'affaire Linda Kebab, la porte-parole d'SGP Police, qui avait été traitée d'arabe de service justement par Taha Bouaf. Injure, on le précise, pour laquelle il avait été condamné. Mais revenons à ta déclaration. Je te dis, moi, quand j'entends ça et ton commentaire, j'ai envie de te demander, sérieusement, comment en est-on encore là en 2024 ? Déjà, j'apporte mon soutien plein à Linda, que je connais très bien pour le coup, avec qui j'ai travaillé même sur le terrain. Ouais, c'est paradoxal, parce que comme je disais tout à l'heure, avant d'être policier, j'ai l'impression de payer pour les autres, de me faire contrôler, parce que ceux qui roulaient en belle voiture, très souvent, vivaient au-dessus de leurs moyens. Mais moi, j'avais la chance, à un moment, que mes parents aient réussi. Et une fois que tu es dans la police, tu entends que des politiques te disent que tous les policiers sont racistes, et que si un flic qui meurt égale un vote RN en moins, oui, après tous les... Je ne vais pas dire les combats, c'est-à-dire parce que là, je leur donnerais du grain à moudre, mais je veux dire, ça c'est personnel. Moi, j'ai toujours eu cet idéal, cette volonté de quand même essayer de faire progresser les gens dans leur manière de voir les choses. Je veux dire, c'est pas parce que tu t'appelles Reda Bellage que tu peux avoir une culture différente, une religion différente, mais ça ne veut pas dire que tu es un délinquant. Ça ne veut pas dire parce que tu as des gens qui pensent ça. Bien sûr que la police a l'image de sa société. Si tu regardes les 3 dernières élections présidentielles, parce que moi j'aime bien quand on me dit ça les gens, mais quand tu regardes les dernières élections présidentielles, quand tu vois les résultats, les gens ils votent pour qui? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais à un moment, la police a l'image de la société. Là c'est inacceptable, et moi ça je peux te le garantir, parce qu'on a des conseils de discipline, on siège nous les syndicats en conseil de discipline toutes les semaines. Quand il y a des propos racistes, avec des dépôts de plainte et tout, c'est tolérance zéro avec les collègues. C'est tolérance zéro. Ça, l'usage de stupes, la corruption, c'est tolérance zéro chez nous. Et mais ça, on n'en parle pas, parce que c'est pas fun pour les médias. Mais quand tu vis à l'intérieur, je sais que suite à cette intervention-là, en tout cas cette vidéo particulièrement, et ce média-là, je sais que j'en ai pris des arabes de service en commentaire sur mon compte X en tout cas. Mais ça te touche plus aujourd'hui, ça?
Un petit commentaire sur Twitter, non, etc. Non, les premières fois, non. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je veux dire, après, je trouve ça dommage pour moi quand j'étais jeune, par rapport à mon éducation, parce que c'est très important l'éducation, je vais mettre de côté l'environnement. C'est vrai que dans l'environnement où tu vis, quand tu vis dans un quartier, tu n'as pas une vision, tu n'as pas un environnement qui fait que tu as une vision positive de la police. Et à mon époque encore, c'était moins parce que les politiques, ils étaient toujours de notre côté. Sauf si on commettait des faits illégitimes, bien sûr. Mais ils étaient souvent de notre côté. Mais jamais dans le cadre d'une élection, ou 1 an ou 2 ans avant une élection, tu balances la police tue. Moi, je n'ai pas connu les politiques. Pourtant, voilà, hein, on avait déjà le Parti communiste, il existait déjà, et l'extrême droite, il y avait tout. Hein. Mais je n'avais jamais entendu ça. Et moi, quand j'étais gamin, le député, pour moi, il représentait la République, quoi. Et en fait, la société, elle a changé. Aujourd'hui, un député, il peut te balancer que la police tue et donner une image, que la police, tous les policiers sont racistes, parce qu'à un moment, il ne faut pas se le cacher, ils le disent ça aussi. Mais comment on peut évoluer, comment on peut faire changer les choses? C'est ce que je me suis dit, moi. Je dis, j'ai essayé de changer les choses. Je ne pense pas que ce soit un échec, parce qu'aujourd'hui, je suis là. Vous m'avez invité, c'est que vous croyez ou j'ai un discours qui est intéressant, on va dire, une vision des choses qui est intéressante. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Pour moi, après, c'est tout un système d'éducation, mais pour moi, la religion, c'est à la maison, quoi. La culture, c'est à la maison. Partager les gâteaux après la fête de l'Aïd avec les collègues, c'est montrer qu'on a un pays, on est musulman, et puis on a un pays, voilà, c'est ça aussi. Et c'est vrai que quand toi, tu vas sur le terrain, quand tu vas dans les quartiers, même pendant le ramadan, parce que c'est bizarre, hein, c'est très bizarre. Je vais le dire parce que, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire moi en tout cas, mais je vais le dire, pendant le ramadan, c'est beaucoup plus calme quand tu es sur le terrain. Moi, des fois, ça m'arrivait, j'étais en bac départemental, je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais. Et arrivé à une certaine heure dans la nuit, là, ça chauffait. Mais on n'était pas sur du vol, on n'était pas sur du trafic. Par contre, c'était le fameux été 2013, il leur restait quelques mortiers, ils nous les balançaient. Donc voilà, mais voilà, après, je ne sais pas pourquoi. On a créé des ancrages, je pense. Et je pense que c'est une très mauvaise chose. Et même moi, à mon époque, il y avait beaucoup de grands frères. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Je pense qu'il y a beaucoup moins de choses. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont faites pour les jeunes de quartier. Et je pense que aussi les pouvoirs publics ont leur responsabilité par rapport à ça. Il y a beaucoup moins de choses qui sont faites pour les jeunes. Moi, je sais qu'à mon époque aussi, on intervenait beaucoup en tant que flic. On allait voir les jeunes. Pas forcément pour rigoler, mais on participait à des matchs de foot aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça arrivait. Mais en fait, là, il n'y a plus aucun lien. Plus du tout aucun lien. Et quand tu dis on a créé des ancrages, la question c'est de savoir est-ce qu'un jour on va pouvoir sortir de ces ancrages qu'on a tous créés. La vraie question, elle est là en fait. Parce que plus on s'avance dans le temps et moins on trouve de solutions, plus l'ancrage est grand, le fossé est large et les camps sont opposés. Les camps ont été créés, et ça c'est dommage. Alors non seulement ils ont été créés, et ce que je trouve un petit peu, j'allais dire, dommage, c'est que tout le monde aujourd'hui est plus ou moins sommé de choisir le sien. Ouais, moi, pour la petite anecdote, j'ai été invité par Yacine Kelfi à participer, qui faisait des interventions dans les à Nanterre, à l'université de Nanterre, en master, où il formait il avait des séances de formation d'étudiants en master qui seront on va dire, les grands frères au niveau régionaux. Voilà. Et ça m'a permis de leur donner une autre vision de la police. Je leur ai expliqué mon boulot, je leur ai expliqué mon métier, et puis souvent j'étais ah ouais quand même. Bon, il y en a, ils ont leur ancrage et c'est comme ça parce qu'ils ont un vécu aussi. Ils ont un vécu et puis ils ont vu que le côté négatif du policier. Mais le gars qui fait une connerie, il faut un moment qu'il assume. Et le lendemain ou le surlendemain, quand on lui vole sa voiture, il est bien content que le policier lui prenne sa plainte. C'est normal, hein, c'est notre travail. Mais il oublie ça, qu'on fait ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il oublie que quand on vient faire un constat de cambriolage chez lui, on fait 2 heures de procédure.
Il l'oublie ça. Il sait pas que derrière, c'est un gros travail. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que c'est important et je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il faut vraiment, en termes, pas forcément répressifs. Il faut qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, de la dissuasion, de la répression et de la prévention. Mais il faut d'urgence, je pense, face à la violence, protéger les Français et les résidents français. J'aime bien le dire aussi parce qu'on l'oublie, on dit souvent les Français. Mais moi, quand j'arrivais sur une bagarre où un mec qui se prenait coup de couteau, je ne savais pas s'il était sans papier ou pas. Je m'en foutais qu'il soit noir ou blanc. J'intervenais, c'est tout. Voilà. Mais bon, là, on sombre beaucoup dans du clientélisme. Voilà. Moi, je l'ai vu aussi dans l'affaire Théo. Là, parce que c'est moi qui parle, donc je vais le dire. Moi, à l'époque, je ne parle pas pour tout, mais certaines positions ou déclarations suite à l'affaire Théo, le jour même du délibéré du président des SOS Racisme, ce n'était pas ma vision des SOS Racisme. De dire que ouais, il y a du racisme dans la police. Je ne vois pas le rapport entre Théo et le racisme dans la police. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, il a dit ces mots-là. Mais moi, je me souviens, à l'époque des SOS Racisme avec Harlem Désir, on avait tous « touche pas à mon pote », mais pourquoi nous, on ne l'a pas dans la police? Pourquoi, monsieur le président, les militants antiracistes Parce que je redis ces mots-là. Je peux vous dire que dans les quartiers, j'en ai pris des insultes racistes. Je prenais de la hauteur, parce qu'il faut, voilà, quand tu as un brassard ou quand tu as une tenue de police, tu dois être exemplaire. Et voilà, quoi, si tu te dis, voilà, des fois quand tu t'es retrouvé, moi une fois je me suis retrouvé dans la justice, et pour des faits, j'ai eu le droit à un sale traître et enculé. Voilà, mot pour mot. J'ai été au tribunal de grande instance à l'époque, ça s'appelait comme ça, à Créteil. Et le juge, il a dit « Oh, c'est pas vraiment une insulte ». J'ai dit le futur syndicaliste a dit « Vous savez quoi, madame, vous avez raison, vous ne me reverrez plus, lui. Lui, peut-être vous le reverrez pour d'autres faits, mais moi, vous ne me reverrez plus. » Et depuis ce jour-là, c'est vrai que, même moi, du coup, je pense que j'ai une part, à un moment, j'ai eu une part de responsabilité. Et moi, c'était hors de question. Si je me roule par terre, à part si vraiment j'ai pas le choix, si je me fais insulter, à la limite, je passe mon chemin. Sérieusement, je passe mon chemin. Parce que si c'est pour aller devant un juge et me faire traiter comme ça, sale traître, va te faire enculer, c'est pas des insultes. Voilà. Et le mec n'a pas été en prison. Je veux dire, à un moment, je ne demande pas. Voilà, mais au moins qu'on me protège moi et qu'on protège les autres, qu'il y ait une mesure quand même éducative. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. La preuve aujourd'hui, comme on a parlé de l'affaire du gamin de 14 ans, il y a un moment où, même qu'il ait 13 ans, 14 ans, il y a un moment où il faut faire quelque chose. Une réponse. Pour, Une réponse. pas répressif forcément, mais il faut protéger les gens en fait. Ce gamin est un danger. Et ce jour-là, il a pris de la vie de quelqu'un. Et alors c'est souvent dans le viseur des policiers, hein, il y a des décisions de justice, justement, tu en parles maintenant, qui apparaissent pour certains clémentes, voire inexistantes. On avait même entendu un syndicat de police dire que le problème de la police, c'était la justice. Alors, je ne dis pas une fois que c'était ton syndicat, c'était le syndicat Alliance, je crois. Et on avait même assisté, il y a quelques années, chose rarissime, à une manifestation de policiers, place Vendôme, pour interpeller le ministre de la Justice sur ces problématiques. Alors moi, tu l'évoques là maintenant, mais le rapport tendu entre police et justice, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Alors là, on a parlé de deux choses qui sont différentes. Je pense qu'à un moment, oui, il faut interpeller. Place Vendôme, je pense que Unité y était aussi, sauf erreur de ma part, parce que j'en ai fait quelques-unes. Après, il faudra me dire c'est laquelle. Par contre, le premier sujet, il est différent. Je ne suis pas du tout d'accord avec la position d'Alliance Police Nationale. Pour moi, la police, le problème de la police, ce n'est pas la justice. Mais pas du tout d'accord. Je pense que il n'y a pas de police sans justice, il n'y a pas de justice sans police. Voilà. Il y a juste un moment où c'est vrai qu'il faut se poser quand même certaines questions. Quand vous voyez que vous avez le syndicat de la magistrature qui participe à une manifestation ou qui appelle à participer à une manifestation contre les violences policières, il faut quand même se poser des questions. Voilà. Est-ce qu'à un moment, la justice est indépendante, c'est très important, mais voilà, il faut une réponse pénale aussi. Il y a un moment où, moi, quand il y a eu une colère des policiers à une époque où les collègues jetaient leurs menottes, moi, j'ai été, en tant que secrétaire départemental, j'ai été faire le tour des
des commissariats, en fait. J'ai été voir les collègues, et j'étais les voir, et je leur ai dit, c'est quoi votre revendication principale? Et ce n'était pas l'argent, c'était la réponse pénale. C'est un truc de fou, en fait. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, que ça allait du collègue de la voie publique au collègue d'investigation. Le collègue d'investigation, il disait, non, mais on travaille pendant 6 mois, et à la fin, le gars, il est dehors au bout de 2 mois. Et même quand c'est des grosses affaires, ok, il va en prison, mais tu sais, les heures de procédure, Reda, qu'on a passées là-dessus, simplifier la procédure, simplifier ça ne coûtera pas d'argent hein, de simplifier les procédures. Mais ça simplifiera tout, en fait. Ça sera moins de contraintes pour nous et on sera beaucoup plus efficace. Et sur la sécurité publique, aujourd'hui, quand on voit un mineur, ce qu'il est capable de faire en termes de violence, il faut se poser la question de la comparution immédiate. Le gars, il est déféré, mais il n'y a pas de comparution aujourd'hui immédiate. Qui a été proposé par Gabriel Attal récemment pour revenir sur une comparution immédiate. Moi, j'aime pas faire de politique, mais c'est qu'une semaine avant une élection. Non, mais même, c'est pendant. Voilà, à un moment. Voilà. Moi, je prendrais tout à chaque fois. Tous les outils, comme la loi sur l'immigration, tous les outils qui peuvent nous permettre de lutter contre les délinquants, de lutter contre le terrorisme, nous, on prend. Tout ce qui peut nous simplifier la vie, on prend. Voilà. Alors, un de nos derniers sujets qu'on avait envie de traiter avec toi, c'était parler des prisons. En avril dernier, le nombre de détenus en France a atteint plus de 71 000 détenus pour à peine plus de 60 000 places disponibles. On était à peu près sur une population, un taux d'occupation, comme on dit, de 117%, un peu plus de 117%. Sur ce point, cette surpopulation carcérale, certains disent qu'on enferme trop, contrairement à nos voisins européens. D'autres disent qu'il manque des places. Moi, j'ai envie de te dire, je suis quasiment né, on a à peu près le même âge. J'entendais déjà des gens qui nous promettaient des places de prison. J'entendais déjà la surpopulation carcérale. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Comment tu réagis à ça? Et en tant que policier, si tu arrêtes des gens qui doivent être jugés, mais qu'on n'envoie pas en prison parce qu'il n'y a plus de place, est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu au summum de la contradiction? J'ai dit tout à l'heure que la sécurité n'a pas de prix, à mon sens, et je pense que la protection des gens qui habitent en France, qui vivent en France, n'a pas de prix aussi. Et je pense que les gros délinquants, on doit protéger les Français contre les gros délinquants. Alors que ce soit quand c'est des mineurs, par des mesures éducatives mais dans des lieux clos, ou que ce soit pour des majeurs, pour la prison, ou des mineurs aussi dans des prisons, vraiment, il y a beaucoup de mineurs comme Fleury-Mérangis. Mais je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on entend depuis des années qu'il n'y a pas assez de place en prison. Mais c'est ça qui est paradoxal, parce qu'il y a des peines de prison, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont même pas appliquées, et on est déjà à saturation. Et c'est pour ça que je dis que c'est multifactoriel. Je dis à un moment, il va falloir trouver une solution, parce que ce n'est pas parce que vous êtes enfermé que vous n'avez pas de droit. Et puis j'essaie d'être un peu solidaire aussi avec mes collègues de l'administration pénitentiaire, qui font un métier plus que difficile. Moi, personnellement, je ne pourrais pas faire. Mais je pense que malheureusement, ce n'est pas assez. Mais ça, c'est pas dans nos prérogatives à nous en tout cas. Mais nous, notre boulot, c'est de mettre à disposition de la justice. Mais si jamais on met à la disposition de la justice, mais que la justice n'est pas assez ferme derrière, mais même quand elle est ferme, dans ce cas-là, il n'y a pas assez de place dans les prisons. Là, ça devient vraiment un gros problème. Et c'est pour ça que je dis que c'est multifactoriel. Quand on parlait de l'immigration tout à l'heure, il y a des gens qui viennent en France parce qu'ils pensent trouver un Eldorado. Malheureusement, ils déchantent rapidement. Et malheureusement, pour vivre, il faut bien faire quelque chose. Ils sont dans la délinquance, beaucoup. Et c'est une réalité. Ça ne plaît pas, mais c'est une réalité. Et du coup, on fait comment? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple des centres de rétention administrative. Ce n'est pas des prisons. Mais aujourd'hui, les CRA, normalement, à la base, c'était des centres de rétention administrative pour les gens qui faisaient l'objet d'une OQTF, et une obligation de quitter le territoire français. Aujourd'hui, non. On met les OQTF qui ont commis quand même des actes de délinquance. Donc vous voyez, même nous, on arrive à saturation. Et on voit qu'il y a souvent des évasions parce qu'ils sont retenus à titre administratif. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça. On a très régulièrement, sur le CRA de Vincennes, qui rentre dans mon rayon d'action, on a régulièrement des évasions.
Et, une notamment, il n'y a pas très longtemps, un peu oui, spectaculaire, où il y avait oui. 14 ou 15 personnes Oui, qui sont et puis arrivées. une autre avant aussi, pareil, donc quelques mois auparavant. Mais la sécurité, c'est devenu un sujet primordial pour les Français, parce qu'on vit, les Français, malheureusement, normalement, ça ne devrait pas être dans leur prérogative de vivre ce que vit un policier. Ils ne vivent pas encore tout à fait ce qu'on vit. Mais ça commence à venir, et là, ça commence à choquer. On le voit dans certains médias, et je ne jugerai pas et je ne dirai pas le nom des médias, mais en fait, on reproche à ces médias-là de dire de dire de dire trop de choses peut-être, je sais pas. Mais pour moi, c'est la réalité en fait. Les actes de délinquance, ils sont là, ils existent. Oui, maintenant, quand tu vas sur Snapchat, tu peux voir l'inauguration d'un point stup. Bah, tu le verras pas sur ce média-là, mais tu le verras peut-être dans ce média. Et ça va choquer les gens en fait. Moi, lorsque j'étais sur le terrain, des fois, ça m'arrivait de me dire, je discutais avec les collègues, je me disais, mais t'imagines si les gens ils voyaient ce qu'on voyait? T'imagines les gens s'ils voyaient? Et là, avec les réseaux sociaux, mais c'est pas fini, je pense. Je pense que c'est vraiment pas fini. Et je pense que les gens vont être choqués. Et là, on l'a vu encore il y a quelques semaines avec l'attaque au couteau Gare de l'Est, début juillet, où un homme de 40 ans a attaqué un militaire armé. Sentinelle, oui. Sentinelle. Il lui a mis des coups de couteau au niveau de l'épaule. Et le gars, en fait, il est connu pour meurtre, apparemment, d'après les infos qu'il y avait. En 2018. Mais les gens, en fait, ils doivent se dire, mais attends, mais en fait, je suis pas du tout en sécurité. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai lu l'article. J'ai cru qu'il s'était trompé. Mais c'est notre quotidien. Les gens ont cru qu'il s'était trompé. Et c'est un des problèmes multifactoriels du suivi. Quand on a un consommateur de stupes, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi on ne légalise pas? Mais parce qu'on n'est pas prêt. Moi, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux quand j'ai été chez Bourdin sur Sud Radio, parce que on m'a dit, vous êtes pour? J'ai dit, ben non, moi je suis contre. Je suis contre parce qu'on n'est pas prêt en fait. Parce que je sais que derrière, parce que moi sur le terrain, je sais que derrière ils vont passer au-dessus les gars. Ça va être que la coco, ça va être que l'héros, ça va être que le crack. Ils vont donner la première dose gratos aux gamins, et là ça va plus du tout être la même chose, parce que les enjeux financiers sont encore plus supérieurs. Alors quand on parle des prisons Reda, moi je pense qu'on ne peut pas en parler sans évoquer l'évasion de Mohamed Amra. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire, l'affaire Amra, c'est d'abord la mort de 2 agents pénitentiaires. Mais c'est aussi souvent, comme dans ces affaires, une colère de la personne lambda quand on voit et qu'on apprend au fur et à mesure ce qui s'est passé. Il y a eu un article très complet dans le JDD à ce sujet, et on découvre au travers des écoutes de la cellule de Mohamed Amra qu'il pouvait obtenir ce qu'il désirait dans sa cellule. Et pire, c'est que depuis sa cellule, il continuait tranquillement à gérer son trafic. Alors, on ne jette pas du tout la pierre aux agents pénitentiaires qui, une fois de plus, ils font comme tout le monde, en fait, ils font ce qu'ils peuvent. Mais la prison et les chiffres, ça donne ça, pour ceux qui nous écoutent. En 2023, ça a été 50 000 téléphones et accessoires saisis pour 75 000 détenus. Alors moi, j'ai une question très simple, peut-être qui est même simpliste, mais est-ce que nos prisons ne sont pas devenues des petits territoires autonomes où il est impossible pour les agents d'y faire régner l'ordre? Alors, c'est pas trop dans mes prérogatives. Moi, ce que je peux dire, moi, mon ressenti en tout cas, c'est que lorsque vous n'êtes pas, déjà, vous n'êtes pas à niveau avec une réponse ferme dans la société, je pense que dans les prisons, ça se ressent tout de suite, en fait. Et aujourd'hui, on vit dans un état de droit, et je pense que ça doit le rester. Mais je pense que cet état de droit, quel que soit le domaine, que ce soit dans la sécurité, que ce soit la justice, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans l'éducation nationale, il doit se mettre à niveau. Il doit se mettre à niveau de la violence, il doit se mettre à niveau... certes, les gens doivent avoir des droits, on voit qu'il y a des aménagements pour les gens qui ont des longues peines, on voit qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais là, on se rend peut-être compte qu'il y a une limite au système, qu'il faut peut-être fixer de nouvelles limites par rapport à ce que vous me dites, c'est-à-dire à ces entrées de téléphone et tout ça. Il faut peut-être donner plus de moyens à mes collègues de la pénitentiaire pour pouvoir contrôler, mais c'est super difficile parce que moi, je me vois déjà, comme je disais tout à l'heure, vous intervenez avec 3 collègues ou 2 collègues, eux, ils sont tout seuls. On l'a vu sur certaines images à Cayenne, c'est impressionnant en fait. Le gars, il se retrouve tout seul, pas d'armes, au milieu de mecs qui sont... connus pour meurtre, trafic de drogue, qui n'ont plus rien à perdre. Moi, je ne sais pas comment ils font. Il faut peut-être aujourd'hui se poser la question, leur donner beaucoup plus de moyens. Et sur l'évasion d'Amra, vous vous appuyez sur un sujet qui est quand même intéressant.
Moi, il y a un média qui m'avait demandé, il m'avait dit oui, mais la police, vous les faisiez, vous les faites plus. Mais je dis mais on ne peut pas tout faire à un moment. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité en effectif et sur l'aspect missionnel de faire ça. Déjà, on l'a vu sur l'affaire Palmade. Palmade, il est mis à la disposition de la justice. Et pourtant, c'est qui le surveille à l'hôpital de Crémin-Bicêtre? C'est les policiers. Il y a juste un problème quand même. Ces 2 policiers, c'est une patrouille. Qu'on n'a pas ailleurs. Voilà. Et à chaque fois en général, en moyenne, c'est 2-3 par soir, de gars de Fresnes qui viennent sur l'hôpital du KB pour faire soigner. C'est un droit, état de droit, pas de souci. Mais à ce moment-là, aménager des locaux. Et puis nous, on aura moins besoin d'effectifs de police et renforcer la pénitentiaire pour qu'ils prennent ces missions. Alors Reda, on arrive à la fin de notre entretien. Avant qu'on se quitte, j'ai encore 2 questions, ou plutôt on a 2 questions à te poser. C'est l'heure pour nous de la dernière séquence. Alors, tu fais beaucoup de plateaux télé et beaucoup de médias. Est-ce qu'il y a une question que tu as toujours voulu qu'on te pose et que personne n'a réussi à te poser à ce jour? Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière, tu aurais choisi cette profession ou pas? Alors Reda, si tu avais pu revenir en arrière, est-ce que tu aurais choisi cette profession? 15 fois, 100 fois, 200 fois. Et je suis très fier de ma profession. Je pense que tous ces politiques qui nous dénigrent, tous ces gens qui ont une fausse image de nous, ils ne savent pas quel bonheur c'est quand vous intervenez chez une femme battue et que vous interpellez son mari qui lui démontait la tête. Les larmes de cette femme, quand vous avez une femme qui vient pour faire une déclaration de fugue et que vous retrouvez son enfant, quand vous retrouvez une petite mamie au RER qui a Alzheimer et que vous devez la déposer de l'autre côté de l'Île-de-France, quand vous la ramenez auprès de sa famille, quand vous voyez ce regard, et c'est ce regard-là, en fait, le regard de ces gens, parce que derrière les médias, derrière la caméra, on ne voit pas ce regard-là. Et moi aussi, j'aime mon travail de syndicaliste parce que j'aime ce regard aussi des policiers qui me disent merci pour ce que tu dis, merci pour ce que tu fais, lâche pas, on sait que c'est pas facile. Parce que bon, je ne veux pas me victimiser, mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Alors Reda, on a une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Tu vois bien, chez Tempo Vita, on est un peu dans les ambiances des années 80. Si tu pouvais remonter le tien de temps, et si tu pouvais revoir le Reda qui a 6 ans, quel conseil tu lui donnerais? Écouter encore plus ses parents, être plus discipliné et essayer de continuer à faire le mieux que tu peux en essayant d'atteindre tes objectifs. Et j'ai quand même un regret, je vous le dis comme ça, il y a prescription. J'ai eu la malchance une fois d'enlever une vie dans le cadre de mon travail, en faisant, c'était carré, comme on dit chez nous, c'était carré. Si c'était à refaire, j'aurais pas fait mon intervention. Mais c'est les risques du métier, et ça fait partie on est obligé de vivre avec jusqu'à la fin de, je pense jusqu'à la fin de ma vie, je vivrai avec. J'ai pas fait usage de mon arme de service, mais j'ai enlevé la vie à quelqu'un de manière indirecte par mon action. Pour tout vous dire, c'était un refus d'obtempérer. Et c'était quelqu'un qui était, au final, dans le cadre de l'enquête, qui était à 5 grammes d'alcool. Et quand tu dis directement, il y avait une course-poursuite, quelque chose comme ça? Oui, ouais. Ça n'a pas duré longtemps. C'est vrai que je ne l'ai jamais dit dans un média. Et c'est vrai que quand on parle de refus d'obtempérer, ça me touche beaucoup parce que je me dis, voilà, moi, ce soir-là, j'étais jeune flicard, j'étais au volant. J'ai rien fait, je vais pas couper la route, c'était hyper carré, j'ai auto-auditionné et tout ça. Mais je me suis dit, ce jour-là, si j'avais... Parce qu'il était, au final, ce qui m'a touché, c'est il arrivait à la fin de la course. Ça a été très court. Mais il arrivait pas loin de chez lui, mais ça, je pouvais pas le savoir. Je pouvais vraiment pas le savoir. Et si c'est à refaire, malheureusement, et ça restera jusqu'à la fin de ma vie dans mon esprit, si je l'avais pas pris en charge, il serait arrivé peut-être chez lui sain et sauf. Et les gens, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a sur une vie quand on choisit de faire ce métier-là. Et c'est ça qui est dur. Merci Reda. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Tempo Vita est présent sur Apple Podcast et Spotify.
Vous retrouverez tous les liens en description. Vous pouvez aussi partager directement votre avis ici en commentaire ou venir échanger avec l'équipe Tempo Vita sur nos réseaux sociaux.